civilisation perdue, l'archéologie interdite. Sommes-nous seuls dans l'univers? Les Chevaliers de la Table Ronde vous présentent la face cachée de l'histoire sur KRS Radio. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de la face cachée de l'histoire. Donc je suis avec mes comparses des Chevaliers de la Table Ronde. Bonsoir les gars. Bonsoir Céréal. Bonsoir Greg, ça va? Bien, merci. Bonsoir Fabien. Bonsoir Céréal et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Sangara. Ave César. Alors Sangara, donc qui habite à Carcassonne, l'adresse, alors c'est... Pardon, excusez-moi. Et bonsoir Freddy. Comment ça va Freddy? Ben, ça va très très bien, bonsoir à tous. Bon, bonsoir à tous. En tout cas, on est très heureux pour cette deuxième édition donc de la face cachée de l'histoire. C'est vrai que la première émission, alors on s'excuse pour les petits problèmes de son qu'on a eu lors de la première émission. A priori, c'est réglé, moi, de mon côté, en espérant que le rendu de votre côté soit bon. En tout cas, vraiment heureux, puisque la première émission a déjà beaucoup fait parler et a été beaucoup partagée. Donc, merci à toutes et merci à tous, tous les gens qui nous ont écoutés. Donc, durant cette première émission. Donc, la première émission, bien évidemment, comme vous l'avez vu, c'est un peu parti dans tous les sens. Je vous le dis tout de suite, ça risque d'être la même ce soir. Ah mais bon, en attendant, non mais c'est vrai, les gens ne savent pas, mais bon, on a du mal à se tenir. Alors c'est vrai que la ligne directrice de la soirée, bien évidemment, on va encore partir sur les mystères et l'archéologie et ce genre de choses. Et aujourd'hui, le sujet, qui n'est pas un sujet anodin, on va partir sur le Sphinx. N'est-ce pas, le Sphinx et ses fameux mystères et ses fameuses énigmes. Alors c'est vrai que tout a été dit au niveau des datations, au niveau de plein de choses. Les égyptologues, des écoles du mystère jusqu'aux égyptologues, les théories sont nombreuses. En tout cas, c'est un sujet qui n'a pas fini de faire parler, mais qui reste tout autant passionnant. Donc voilà quoi. Donc Sangara, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux lancer l'émission? Vas-y, lève-toi, prends ton café, fais comme chez toi. C'est bon, je vais prendre mon petit thé, tout ça, ça va. Oui, alors bon, on va parler du Sphinx. Alors, disons que le Sphinx c'est l'objectif final de l'émission, mais il y a tout un cheminement pour comprendre en fait sa fonction et son importance en fait dans l'histoire de la civilisation humaine et pas que égyptienne justement. Oui. Donc là c'est bien parce que mine de rien, on va faire un petit peu de promo. On a notre ouvrage, Il était une fois le monde Genesis, qui sort dans quelques jours. On en parle un petit peu. On en parle dans un certain angle avec l'aspect aux aires astrales. Mais ce qui est bien avec Fabien et avec Greg et avec Freddy, c'est qu'on va pouvoir évoquer, on va dire, toutes les recherches qui ont été faites sur le Sphinx et toutes les probabilités sur son existence, sur sa raison d'être même, totalement. Alors les gars, qu'est-ce que vous en dites? Moi effectivement c'est un monument, une des merveilles du monde, on peut le dire comme ça. En plus il n'a pas été érigé n'importe où. Je veux dire que le plateau de Gizeh fait déjà assez parler grâce à ces 3 pyramides. Mais c'est vrai que souvent déterré puisqu'il subit souvent un ensablement. Le dernier en date qu'il a déterré, si je ne m'abuse, c'est Napoléon carrément lui-même. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bonaparte, donc il est parti là-bas, il a dit déterrez-moi le schmilblick, là, il y a quelque chose là-dessous. Donc une expédition au 19e siècle. Bon, il n'est pas parti tout seul, il est parti il s'entourait de scientifiques. Ils sont partis, parce que Napoléon ou la France considérait un petit peu le Sphinx ou la civilisation égyptienne comme le berceau de toutes les civilisations. Tout à fait. Mais Napoléon est un des exemples, on va dire, de tous les explorateurs, tous ces aventuriers qui ont un peu foulé le plateau de Gizeh. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà quoi. Mais c'est ce qu'on va faire. Voilà, 10 heures de live. C'est ça. Ouais. Mais je crois que, c'est vrai que le Sphinx, comme l'a souligné Sangara, la raison de sa présence, je crois que c'est surtout ça qui est important. Je crois qu'on pourrait peut-être faire un petit rappel sur ses dimensions. Parce que je pense qu'aussi on serait assis devant, on serait surtout intimidé par sa taille.
Bon, c'est vrai que c'est un monolithe, et certainement le plus grand monolithe, l'un des plus grands monolithes qu'ait porté la Terre. Il fait tout de même une longueur d'environ 73 mètres et demi, ce qui n'est pas. C'est le miel ou environ. Voilà, environ. Bon, on va pas s'arrêter au centimètre, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. 73 mètres et demi pour 14 mètres de large et une vingtaine de mètres de hauteur. Donc c'est quand même un monstre quelque part. Et surtout taillé à même la roche. Voilà, quoi. C'est pas une construction, c'est un rocher qui a été modifié volontairement, mais au départ c'est quand même un massif rocheux tout simplement. Voilà, c'est un rocher naturel. Je crois que c'est un rocher, c'est une roche de type calcaire, voilà. Et puis non. Non, c'est la même roche que le pivot sur lequel les pyramides reposent. Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est la même roche que la dalle sur laquelle la pyramide repose en fait. Donc c'est pas du calcaire, tout à fait. De toute façon, c'est certainement le matériau le plus présent sur le site aussi qui a été utilisé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, c'est vrai que ça fait beaucoup parler, et surtout sur sa datation. C'est-à-dire que tous les tests qui ont été faits, que ce soit ceux au carbone 14 ou par rapport à l'érosion, ce genre de choses sont totalement contradictoires. Déjà, l'érosion qui apparaît sur la bestiole nous montre qu'il a vécu énormément, longtemps. Alors je ne vais pas dire complètement sous l'eau, mais l'eau a été un des éléments qui a attaqué sa structure, et de façon récurrente a priori. Ouais, c'est pas une érosion uniquement éolienne, chose que les archéologues, les égyptologues conventionnels proclament, mais une grande partie de l'érosion a été aussi faite par un écoulement d'eau, et en très grande quantité pendant une très grande période. Donc quand on sait que cette partie-là d'Égypte est plus ou moins sèche depuis pas mal de siècles, ça ne fait que reculer sa date, et en aucun cas elle ne peut être attribuée aux pharaons de la 4e dynastie, que ce soit Képhren, Khéops ou Mykérinos. C'est vrai que le souci qu'il va y avoir avec le temps, avec le Sphinx, c'est qu'ils sont en train de le rénover en permanence, et on peut déjà voir en fait les pattes du Sphinx avant, où ça ressemble à rien, quoi. C'est des briquettes, c'est de la maçonnerie. On voit bien que les pattes sont malheureusement dénaturées par rapport au reste du corps. Et je dirais rénover, plutôt maquiller. Maquillé, voilà. C'est vrai que. Voilà. Mais même à l'arrière du Sphinx, tu vois qu'il y a des briquettes, et c'est les mêmes briquettes qu'il y a sur les pattes. Et malheureusement, moi, je trouve personnellement que les pattes sont complètement dénaturées par rapport au reste du Sphinx. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que dans le temps, ils vont le rénover entièrement afin de camoufler, on va dire, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau justement des traces d'érosion, puisque elles sont bien visibles aujourd'hui. On voit bien que la tête du Sphinx ne correspond pas au corps, elle est trop petite. Donc c'est vrai qu'après, il y a plusieurs hypothèses qui rentrent en ligne de compte concernant la tête du Sphinx, parce que par logique, on dit que c'est la tête d'un lion. C'est ce qui serait le plus logique, puisque quand on regarde le Sphinx et quand on remet le Sphinx dans son concept, il était face à la constellation du lion. Oui, mais pas que, parce que d'après ce que j'ai compris, les gens qui l'ont construit, quand ils l'ont construit pour indiquer une période, si tu veux. Et cette période, les anciens l'appelaient le Zep Tepi, c'est-à-dire le début de la des nouvelles civilisations, le renouveau de la civilisation. Et quand on s'en réfère à l'horloge cosmique qui dure à peu près, si je me rappelle bien, à peu près 26 000 ans, 25 920 ans exactement, quand on s'en réfère à cette horloge cosmique-là et qu'on continue donc vers la ligne médiane entre notre époque et ce Zep Tepi, donc c'est comme si on faisait un retour de 180 degrés sur la sphère cosmique en fait, et on se rend compte que si on regarde les constellations polaires et qu'on regarde notre zodiaque, au niveau du zodiaque, ça correspondrait à l'ère du lion
Donc, d'où le corps de lion, symboliquement. Mais au niveau des constellations polaires, ça correspondrait à ce que les Égyptiens ils appelaient Toum, qui est l'Adam cosmique, et qui est aujourd'hui Hercule, donc l'homme. Donc, on en revient même avec Rennes le Château, on s'est rendu compte que les travaux d'Hercule et tout ça avaient un lien. Mais donc, du coup, le sphinx, il représenterait symboliquement le lion et l'homme en même temps. Mais c'est vrai que le Zep-Tepi, par contre, lui, on arrive à peu près à le situer. C'est Gramont Koch qui a fait un énorme travail là-dessus. Faut pas, voilà, quoi. Et c'est vrai que l'ère du lion, elle commence aux environs de 10 800 avant Jésus-Christ. Et même les travaux de Robert Soch par rapport justement à l'érosion qui pourrait être plus pluviale, enfin en tout cas avec de l'eau qu'éolienne, lui aussi situe à peu près à cette période-là, quoi. Bah oui, surtout que quand tu regardes un peu la sphère cosmique, puisqu'en fait le système solaire il tourne autour de la galaxie comme ça, il met 25 000 ans à le faire, et quand tu prends la moitié, c'est-à-dire tu pars à 180 degrés, tu tombes sur une période de 13 000 ans à peu près de 13 000 ans, et quand tu regardes le Zep-Tepi, il serait à 12 000 ans juste après, enfin quelques années après, et cette indication nous indiquerait une catastrophe, ça correspondrait aussi au déluge universel. Je pense que c'est comme ça, mais je pense que ça a un nom. Et ce déluge universel, ça serait certainement le déluge du renouveau. Tu vois, dont on parle un peu partout, dont on a parlé d'ailleurs dans l'ancienne émission. Donc tu vois, il y a des corrélations entre les datations, on va dire, du déluge, du Zep-Tepi et cette fameuse ère du lion. Et justement, tu parlais du travail de Gramont Koch. Mais tout ça, ça nous ramène à une même période. Donc, ça veut dire que si les gens qui ont construit ce sphinx-là, ils avaient ce savoir-là. Donc, c'est pas forcément. Donc, de dire que c'est les Égyptiens qui ont érigé comment dire. Si Greg il s'éclate avec ses écouteurs, on entend tout, c'est génial. Mais de dire que c'est les Égyptiens qui eux sont dans l'ère dans laquelle on est, qui érigeaient ce monument, ben non, puisqu'on se rend bien compte qu'il marque ce monument marque dans le temps quelque chose qui est bien antécédent. Ouais, carrément. Voilà. Oui. Exactement. Tout correspond. C'est ça qui est intéressant, parce que donc si on prend le travail de géologie par rapport à l'érosion, on est à peu près dans cette période-là. Le Zep-Tepi, c'est la même période. L'ère du lion, c'est la même période. C'est là où on retrouve justement la correspondance. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le sphinx, nous on appelle cette statue le sphinx, mais les Égyptiens ou les bâtisseurs n'ont jamais appelé. C'est les Grecs qui l'ont appelé le sphinx, en fait. Voilà, quoi. Sinon, en arabe, c'est Abu el-Hol, c'est le père de la terreur. Ça n'a strictement rien à voir avec le sphinx. Simplement, effectivement, les Grecs, quand ils ont voyagé, qu'ils sont allés en Égypte, ils ont vu cette statue, cette statue, on peut dire ça comme ça, et ça leur a fait penser immédiatement à leur mythologie à eux, avec leur sphinx qui est tiré c'est Oedipe, en fait. Ça vient de la légende d'Oedipe. La fameuse question, quel animal marche au début de sa vie à quatre pattes? Tout à fait. Sa vie à deux, voilà, quoi. Mais en fait, le sphinx grec n'a rien à voir avec le sphinx égyptien, parce que le sphinx grec, déjà, c'est un féminin. C'est un corps de lionne avec une poitrine, des ailes. Une sphinge. Il y a plus, mais voilà, c'est sphinge. C'est la façon dont c'est écrit en grec, il y a plusieurs traductions, mais c'est le corps d'une lionne en tout cas qui représente certainement la féminité ou la matriarche. Voilà, quoi. Il y a un côté certainement qui rejoint ça. Il y a des ailes dans le dos, chose que le sphinx n'a pas. Enfin, le sphinx égyptien, il n'y a pas d'ailes. Et effectivement, c'est le corps d'un être humain. Mais voilà, donc c'est vraiment les Grecs qui ont donné ce nom, que nous encore aujourd'hui on connaît, voilà, le Sphinx. Mais sinon, pour les Arabes, c'est Abu el-Hol. Abu el-Hol, oui, c'est ça.
Mais oui, parce que pourquoi ? Parce que s'il indique vraiment cette période dans le temps où effectivement les hominidés qui étaient sur Terre ont vécu la terreur, ont vécu le fameux cataclysme, ça fait encore du sens. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que bon, il y a beaucoup de gens, et surtout les égyptologues, qui reconnaissent pas forcément tout ça, même si force est de constater qu'effectivement les gens qui ont construit ce truc-là, quand même, il y avait une intelligence, et puis déjà ils avaient conscience de l'horloge cosmique, ils avaient conscience du système solaire, ils avaient conscience de la galaxie, parce qu'apparemment tous les calculs qui sont là sont basés à partir de ces choses-là. Et je veux dire, aujourd'hui, on a du mal encore avec nos petits télescopes, quoique maintenant on arrive à voyager quand même assez loin, mais on se dit, avec tous les éléments qu'on a aujourd'hui, on n'a pas encore été capable de mettre en place des choses aussi précises, que ce soit dans notre architecture. Donc c'est vrai que quand on regarde cette science et qu'on essaye de voir aujourd'hui à quoi ça correspondrait au niveau scientifique chez nous, mais je veux dire, les indications temporelles qu'on vient d'expliquer, c'est les mêmes indications temporelles que les scientifiques ils utilisent pour faire la précession des équinoxes. D'accord ? C'est exactement ça, quoi. En fait, c'est un jalon. C'est un jalon temporel. Alors le tout, c'est de savoir maintenant quelle étoile vise. Alors il y a plusieurs écoles, parce que c'est vrai qu'avec la précession, à un moment donné, quasiment toutes les étoiles passent devant le regard du Sphinx. Ben oui, elles passent toutes à leur tour, quoi. Mais il n'y a pas que les étoiles. Il y a un fait marquant, c'est que le Sphinx est dirigé exactement à l'est géographique. Oui, il marque l'est géographique. Il marque surtout le lever du soleil aux instants des équinoxes. Et oui, quand on se met, je crois, c'est à 30 degrés de chaque côté du Sphinx, on a le lever du soleil parfait au niveau des équinoxes. Donc on a à gauche, techniquement, si c'est à l'est, on a l'équinoxe d'hiver, et on a à droite l'équinoxe d'hiver. L'équinoxe Les solstices. Non, c'est les équinoxes qu'on a. Donc on a l'équinoxe j'ai oublié les saisons là, ça y est. D'automne et ensuite on a l'équinoxe de printemps. Donc effectivement, et ce 30 degrés là, on le retrouve où ? On le retrouve aussi dans le quadrillage, le 30e parallèle au niveau de la planète, on le retrouve là pour marquer les endroits magnétiquement, je veux dire oui là, l'équateur penché effectivement, dont le Caire fait partie de ces endroits là justement géographiquement. Donc il y a quand même des informations extraordinaires. Je veux dire, à quel moment les gens ne s'intéressent pas à ça, surtout que l'équinoxe représente aussi symboliquement le moment où il y a autant d'ombre que de lumière. D'accord ? Et c'est l'alignement humain. L'alignement humain, c'est ça, c'est de comprendre comment on fonctionne aussi. Donc il y a une indication géographique, une indication au niveau conjoncturel, et il y a une indication astrophysique, et encore une fois, il y a une indication sur la façon dont l'humain fonctionne avec l'univers. C'est-à-dire qu'ils avaient un sens de l'observation que nous n'avons plus aujourd'hui. C'est ça. Non mais c'est colossal, c'est des milliers d'années d'études, ça. Enfin, je sais pas, à un moment donné. Et en plus, Cédric, tu parlais du 30e parallèle. Ouais. Mais sur le 30e parallèle, il y a Teotihuacan, il y a le triangle des Bermudes. C'est ça. Il y a l'île de Pâques. Et t'as un triangle des Bermudes du côté de la Chine. Du côté du Japon, oui, il y a le triangle de la mort. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est vrai que quand on fait des liens entre ces choses-là, on se dit que le hasard n'existe plus, quoi. Non, mais c'est des lieux où il y a des vortex puissants. Tu vois, donc ça te donne, en fait, ça te donne une espèce de carte de la planète. Ça te donne une espèce d'indication astrophysique par rapport au mouvement du système solaire à travers tout le cycle cosmique. Ça te donne des indications symboliques aussi sur notre façon d'être, c'est-à-dire cette ombre et cette lumière qu'on a toujours en conflit. Et alors les équinoxes représentent justement le moment où l'ombre et la lumière elles sont à égale présence. Tu vois, contrairement au solstice par exemple d'été, où là on a plus de jours que de nuits, et au solstice d'hiver où on a plus de nuits que de jours. D'ailleurs, moi je l'ai senti passer, le solstice, les gars, je vous le dis pas, moi, mais putain, c'était chaud la fin de l'équinoxe. Hein. Donc voilà, donc énergétiquement, il y a aussi des informations. Donc ce sphinx-là, il a pas fini de... Je pense qu'on n'a même pas fini de décoder encore la moitié de ce qu'il nous apporte, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme tout ça, et surtout sur un site donc qui représente et à la fois le baudrier d'Orient et encore à 30 degrés Sirius. On a des indications parce que Sirius était super important pour les Égyptiens, si je ne m'abuse.
Voilà. Alors, il y a encore une question. Excuse-moi, Grave. Il y a encore une question. Est-ce que le Sphinx était là avant les pyramides ou ça a été le contraire? Moi, je pense qu'il était là avant. Hein. Vu ce qui marque dans le temps. Vu ce qui marque dans le temps, il y a de fortes chances qu'il était là avant. Parce que tu imagines ce savoir-là, je veux dire, à un moment donné, pour qu'il regarde exactement dans la direction qui représentait 13 000 ans avant la constellation du Lion et de l'homme, et d'Hercule, et de Toum. En fait, le point, il est là, je pense, parce que justement, sans partir dans des théories, il y en a plein des théories, mais justement, l'homme a tout le temps, dans sa mythologie, dans ses écrits, il a les aires astrales, elles ont une grande importance. Ouais. Et quoi de plus logique que pendant l'ère du lion, l'homme se décide de graver un lion géant, et par la suite, après, on retrouve le bélier donc dans les écrits bibliques, voilà quoi. Et encore avant, juste après le lion, c'est le taureau. Il y a l'épisode du veau d'or, quand Moïse descend du Sinaï. Après, on arrive avec Abraham dans l'ère du bélier, avec Jésus dans l'ère du poisson. Donc forcément, c'est logique, ça coule de source. Après, oui. Pour moi, c'est logique. Voilà. Et surtout quand on prend... Oui, vas-y, excuse-moi Fabien, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, il y a une autre logique, Félix, il ne faut pas oublier que le Sphinx c'est un rocher naturel. Oui, c'est un point fixe. Un point fixe, oui. Donc il aurait été plus logique qu'il ait servi de jalon, de point de repère à l'édification des pyramides, et non le contraire. Et non le contraire, oui, c'est beaucoup plus logique. C'était un lieu de culte bien avant les dynasties pharaoniques. C'était déjà un lieu de culte des peuplades préhistoriques qui vivaient sur place. Donc après, mais voilà quoi, les premières dynasties égyptiennes arrivent. Elles voient qu'il y a déjà quelque chose sur place. Même nous, nos cathédrales, on les construit sur d'anciens lieux de culte. Donc voilà quoi, ils ont dit tiens, on va faire des pyramides là. Alors après, on va pas partir dans le débat sur les pyramides, à savoir est-ce que ce sont bien Khéops, Képhren, Mykérinos qui les ont construites, ou est-ce qu'ils les ont juste restaurées. C'est un autre débat. Mais en tout cas, le Sphinx, pour moi, est beaucoup plus ancien que les pyramides. Surtout quand on parlait du 30 degrés tout à l'heure, mais si on prend le cycle, justement, l'année cosmique, d'accord, et qu'on l'a fait apparaître, donc, autour de ces fameuses constellations polaires, on a ce qui apparaît quand on prend encore 30 degrés de cette évolution, qu'on subdivise cette évolution donc du système solaire autour de la galaxie, on tombe sur, si on fait 30 degrés, on tombe sur 12 parties qui représentent notre zodiaque. Donc, donc notre zodiaque il est découpé justement dans ces zones de 30 degrés, elle aussi. Ce qui me laisse encore une fois, comme disait tout à l'heure Fabien, c'est un jalon, c'est un marqueur le truc. C'est un marqueur. On va revenir encore une fois à Gramancoc. Donc Gramancoc situe le Zep-Tepi aux alentours de moins 10 800 avant Jésus-Christ. Et par contre, avec donc ça fait 12 000 ans. Orion, ça fait 12 000 ans. Les pyramides et tout ça, tout correspond. Donc c'est-à-dire qu'Orion, c'est les 3 pyramides, le baudrier d'Orion, c'est les 3 pyramides, et le Sphinx se regarde pile poil son double stellaire. La constellation du Lion, vraiment dans l'alignement, et ça c'est en moins 10 500, donc c'est à peine 300 ans après l'ère du Lion, et on ne sait pas combien de temps qu'il aura fallu pour sculpter ce lion. Si ça tombe, il aura fallu 200 ans quoi. Mais s'il faut, il était. Mais attends, mais t'imagines t'es en train de dire en fait que là on est en train de parler parce qu'il faut, tu dis 10 000 avant les 2000 ans qu'on a vécu, donc il faut rajouter ces 2000 ans. Quand on regarde les 300 ans peut-être qui se sont séparés, qui séparent le Zep-Tepi du déluge, on est peut-être dans Genèse 1.1, Genèse 1.2. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On est là. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le Zep-Tepi, c'est le renouveau. Donc, si on peut situer. C'est le nouvel Adam, la nouvelle alliance, la nouvelle humanité qui est là. Il a eu lieu peut-être en 11 000. J'oublie les 2000, nous on est en 2017, mais c'est tout le temps avant Jésus-Christ. Donc, peut-être que le déluge, il a eu lieu aux alentours de moins 11 000. Oui, c'est ça. Un petit peu avant. Et on est rentré dans le Lion. Et pour marquer ce renouveau, cette nouvelle vie, cette statue a été gravée, sculptée. Et puis, Freddy, ça serait plutôt l'inverse dans ce cas-là, parce qu'elle a peut-être été gravée avant, parce que d'où le fait qu'il y ait de l'érosion
Parce que si en fait, tu as eu le déluge, qu'après tu crées, Attention, Sangha, ne confonds pas le cataclysme pré-adamique et le déluge de Noé. C'est pas les mêmes. Oui, et puis même il a peut-être vécu le déluge de Noé. Les crues du Nil, il n'y a rien à voir. Parce qu'il y a pas même du temps de Khéops, tout ça, il n'y avait pas encore le barrage d'Assouan. Donc forcément, les crues du Nil étaient beaucoup plus violentes et ça remontait. Limite, les pyramides, elles avaient le pied dans l'eau. Oui, c'est ça. Et surtout, il y avait des fameuses crues. Mais encore une fois, là, il y a le grand déluge universel, le déluge de Noé, pas forcément le déluge universel. C'est peut-être le déluge juste d'une zone. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que les cataclysmes qui ont peut-être créé des raz-de-marée à cette époque-là n'étaient pas forcément le même. De toute façon, la dernière fois, on a vu qu'on avait répertorié plusieurs déluges. Donc, et le Sphinx, c'est peut-être le témoin de ces déluges, justement, puisque à plusieurs niveaux, on peut voir au niveau de l'érosion qu'il a été souvent immergé. Bah tiens, à ce sujet, j'invite les internautes à aller voir en fait un super article que Antoine Gigal a sorti récemment et elle explique que le plateau était plus ou moins une île avant et elle démontre des anomalies sur le côté ouest de la Grande Pyramide. Apparemment, c'est une zone où il faut un laissez-passer spécial et elle nous montre des blocs de pierre qui je vous laisse aller voir parce que ça pose problème. Intéressant. Effectivement. Est-ce que c'était pas la zone de vraiment Atlante qui était là? Parce que quand on regarde, si je ne m'abuse, là, vous allez peut-être être... Moi, c'est vraiment des bribes d'informations que j'ai de ce côté-là. Mais quand on regarde, apparemment, il y a un endroit en Égypte où on peut voir toutes les... alors, pas des divinités, mais tous les gens qui ont, on va dire, gouverné dans cette zone-là. Et quand on part de la dynastie des pharaons et qu'on va juste avant, effectivement, il y aurait des êtres qui ont des rois. Des pharaons divins. Mais ça, on en retrouve une trace dans le papyrus de Turin. En fait. C'est ça, le papyrus de Turin, c'est ça que je cherchais. Merci, Sangha. Il te liste en fait toutes les dynasties pharaoniques humaines, mais que tu as aussi des dynasties antérieures donc de pharaons divins qui remontent jusqu'à 26 000 ans avant l'ère... Ouais. 26 000 ans, c'est quoi 26 000 ans? Une année cosmique. On y revient. On y revient. Oui, en fait, aussi, c'est la précession des équinoxes. Donc, Mais ce qui est extraordinaire, est-ce que ce savoir-là n'aurait pas perduré, justement? Est-ce qu'il aurait été... souvent, avec Sangara, on a parlé d'une cohabitation, justement, entre la nouvelle humanité et l'ancienne humanité. Et ce savoir-là, justement, a été transmis peut-être par ces comment tu les appelles, Sangha, les pharaons divins, les rois divins, hein, voilà, c'est ça. Et est-ce que ces gens-là qui avaient une connaissance quasi supérieure, c'est eux qui ont communiqué? C'est l'école du mystère, en fait, ce que tout le monde appelle l'école du mystère, c'est ces gens-là, en fait. C'est eux qui ont amené ce savoir. C'est un legs, c'est vraiment un legs. Oui, ça a été légué. Après, il y a la thèse de Edgar Cayce qui lui stipule que le Sphinx, ça viendrait des Atlantes. Ah, lui, il est énorme. C'est étrange d'ailleurs parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Égypte de sa vie. Ouais. Puis il donne des indications. Et concernant le Sphinx où seraient sous le Sphinx, il y aurait les archives. C'est ça. De l'humanité. Ouais. Mais c'est vrai que Edgar Cayce, c'est quand même quelque chose de spécial parce que il est décédé en 1958, si je dis pas de bêtises, 45. Et 1945. Et en fait, il était considéré comme c'était le prophète endormi. Voilà, donc quand il avait des espèces de flashs et de canals sur l'Atlantis. De corps, et puis il se disait faire des régressions jusqu'au moment de l'Égypte antique. Et il a fait plusieurs prophéties. Et il a tout le temps dit que sous le Sphinx, il y avait des cavités et donc les archives perdues de l'Atlantide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, et ça c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai fait une petite vidéo il y a un peu plus d'1 an sur le sujet. Alors c'est une vidéo qui ne prouve rien scientifiquement parlant. Par contre, elle prouve bien que, par exemple, Zaïawas, comme on dit par chez nous, c'est un grand mainteux. Voilà, parce qu'en fait, c'est terrible. Parce que moi qui cherche et qui fouine et qui regarde toutes les vidéos,
je me suis rendu compte qu'en fait, en 2003, il y a une vidéo qui a été faite donc, où on voit Zahi Hawass qui explique clairement que sous le sphinx, il n'y a rien du tout. C'est un rocher, il n'y a rien. Il n'y a pas de cavité, c'est tout. C'est un rocher. Par contre, en 2005, 2 ans après, il y a Mark Lehner qui intervient. Alors Mark Lehner, justement, c'est là le pont avec Edgar Cayce. Mark Lehner a travaillé longuement pour la fondation Edgar Cayce. Il a travaillé pour la fondation Edgar Cayce jusqu'en 1974. Et c'était lui l'envoyé de la fondation Edgar Cayce sur place en Égypte pour justement retrouver les archives atlantes. Sauf que forcément, Zahi Hawass, qui était à l'époque le grand gourou, voilà, il fallait tout passer par lui. Fais attention à ce mot-là, hein, Freddy. Hein. Fais attention à ce mot. Non, si c'est vrai, on va dire, c'était l'autorité. Ouais, c'est plus. Ouais. Et puis, et donc en fait, il refusait systématiquement toute démarche que lui qualifiait d'ésotérique. Voilà. Donc en gros, ça venait de la fondation Edgar Cayce, c'était pas C'était sérieux. ésotérique. Et ouais, mais c'est un peu le souci. Enfin, c'est un peu le problème qu'on vit encore aujourd'hui. C'est vrai que les chercheurs de vérité comme nous, on ne met rien de côté. D'accord, on prend le côté scientifique, historique, et en même temps, on prend aussi ce côté ésotérique, parce que ésotérisme, c'est quoi? C'est ce qui est caché, hein, finalement. C'est un savoir caché avant tout. Donc, on s'appelle la face cachée de l'histoire, les gens. Hein, donc, on va chercher ce qui est caché, nous. C'est là où ça devient intéressant, parce que justement, donc, Mark Lehner, bon, Zahi Hawass l'empêchait de faire ses fouilles, de faire ses recherches, et donc du coup, en fait, Mark Lehner a quitté la fondation Edgar Cayce, en disant voilà, comme ça au moins j'ai plus cette étiquette derrière de recherche, voilà. Et il a rejoint Zahi Hawass, en gros il a retourné sa veste comme on dit, et de ce fait-là, Zahi Hawass lui a autorisé à faire des fouilles. Et bizarrement, dans une deuxième vidéo, donc dans la vidéo de 2005, on voit Zahi Hawass qui dit non, il n'y a rien du tout sous le sphinx, c'est un roc massif. Et dans la vidéo de 2003, donc qui a été tournée 2 ans avant, on voit Mark Lehner descendre sous le sphinx. Il y a quand même comme de par hasard. En gros, en 2005, il n'y a rien, mais en 2003, il descendait. Il y a quelque chose. Ben oui, mais c'est souvent comme ça. Hein. Ah, mais de toute façon, il n'y a rien, vous inquiétez pas. Comme ça, personne va chercher et puis eux, ils y vont. J'invite les internautes, un petit coup de pub au passage, à aller voir. Donc c'est sur YouTube. C'est que se cache-t-il réellement sous le sphinx de Gizeh? Vous la trouverez facilement. Petite vidéo qui fait 6 minutes. Et en fait, je mets en parallèle ces 2 vidéos. Pour montrer que c'est... Puis on voit, alors non seulement il y a une cavité sous le sphinx, mais en dessous, il y en a une entre les pattes avant, il y en a une sur la tête, il y en a une sur le dos, il y a des cavités partout, mais ils n'ont jamais rien retrouvé. Ils sont restés quand même 3 semaines sous terre. C'est marqué. Ils ont retrouvé une paire de chaussures. Ah, c'est ça, ouais. Bon. C'était des Nike Air Jésus-Christ. Ils sont en train d'analyser la paire de chaussures. Hein. Non, mais c'était des Nike Air Jésus-Christ. C'était des sandales. Est-ce qu'on peut oublier là, soi-disant, en 1901, lors du désensablement par Auguste Mariette ou quelque chose comme ça. Quand ils ont trouvé la porte des étoiles, quoi. Ouais. Non, mais d'après certains mythes, hein, on sait toujours que les mythes, avant d'être des mythes, c'était des légendes. Avant d'être des légendes, c'était des histoires. Et avant d'être des histoires, c'était des choses vraies. C'était des faits. C'était des faits. Bon, donc... C'est vrai que le sphinx, c'est pas, comment dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, parce que c'est vrai que sur le groupe, on poste énormément d'ouvrages. Hein, il y a eu des tas d'explorateurs, des tas d'aventuriers qui sont passés, qui ont foulé un petit peu qui ont cherché un petit peu autour de ce monument, et on retrouve des traces. Enfin, on peut pas dire on n'a pas la preuve objectivement, on peut pas dire qu'il y a des tunnels, mais il y a de très 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 fortes présomptions au travers de tous les écrits. Voilà. Il y a des photos qui tournent, on peut les trouver. Voilà, il y a des photos. Il y a notamment une photo qui a été prise au 19e siècle, à l'époque, je crois, par un des compères d'Auguste Mariette, Pierre Lacot. Et il existerait 2 photos d'un des tunnels qui auraient été fouillés, mais elles sont conservées aux archives à Paris au Gaulinéchat, je crois. Hein, et même un chercheur comme Robert Temple n'a pas eu le droit de les consulter. Donc il existerait 2 photos de ce tunnel qui auraient été exploitées, mais elles sont actuellement très très bien cachées, quoi. Donc, est-ce qu'il fait quelque chose d'autre que cette paire de chaussures? On ne saura jamais. Parce il y a un manche à balai. Donc, non, donc on n'a pas grand-chose. Et bon,
Quand on voit un petit peu le tunnel qui se trouve sur le dos du Sphinx, voilà, Awaz nous dit que c'est un puits sans fond qui ne mène nulle part. Ouais, et c'est des briques. C'est quand voilà. même des briques. Mais quelque part, c'est un non-sens de creuser un puits qui ne mène nulle part. Un puits, ça sert soit à aérer ou soit à mener dans d'autres galeries. Je dis ça parce que je fais un petit peu référence, tu dois connaître ça, Freddy, à l'exploitation minière dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah bah oui, vraiment, ouais. Le Nord-Pas-de-Calais était rempli de puits et de galeries pouvant aller jusqu'à des centaines de kilomètres. Mais oui, carrément. Voilà. Alors cette exploitation minière, ça s'est fait en 200 ans. Hein, donc l'homme a réussi en 200 ans à creuser des galeries. On a des pyramides dans le Nord. Hein. Voilà. Donc, c'est pas du tout une ineptie que de dire, autour du Sphinx, il y a des tunnels. Voilà. Oui, parce que Edgar Cayce en fait en parlait et il disait même que les tunnels reliés en fait étaient reliés à la grande pyramide par rapport au Sphinx. Oui. Et que bon, après il y a plusieurs thèses sur des chemins initiatiques. Ça serait logique, voilà, ou alors les mémoires de l'humanité, quoi. Voilà. Il y a un autre chercheur d'ailleurs, je ne sais pas, vous devez connaître les Barrès. Barrès était pas. Barrès. Donc il est connu sous les ciments de Barrès. Il a d'ailleurs lui-même, découvert des cavités qui s'est empressé de condamner. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait de son propre chef ou il a reçu l'ordre de le faire. Hein. Mais ça a été, il a découvert ces cavités, bien avant. 1926. Voilà, exactement. Hein. Donc, ces cavités ont été rebouchées par du ciment. Je pense qu'il y en a une qui se trouve sur le flanc nord du Sphinx, d'accord, là où il y avait cette fissure au niveau de la croupe. Et puis une autre, je pense, au niveau du cou. Hein. Donc, il les a cimentées et depuis, plus de nouvelles. Hein. Donc, on ne sait pas s'il l'a fait de son propre chef ou on lui en a donné l'ordre. Donc, voilà. Donc, il y a un tas de mystères. Il y aurait même également une cavité qui se trouve entre les pattes du Sphinx. Oui. À l'époque, je crois que c'est décrit par Hérodote, ce fameux portail. Hein, mais même on voit donc dans ces fameuses vidéos dont je parle, on voit Marc Lenner ouvrir la trappe. Par contre, il nous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien la seule et c'est la seule vidéo qui en parle. Mais on voit, il y en a une entre les pattes, il y en a une, celle sur le dos. Et par contre, la seule où là il n'y a rien du tout à part des photos aériennes, c'est celle sur la tête, l'espèce de trappe qu'il y a sur le haut du crâne. Alors il y en a certains qui disent que c'était l'emplacement où il y avait la coiffe du Sphinx. Ouais. Mais en tout cas, apparemment c'est une cavité parce qu'il y a même des écrits, je crois que c'est des écrits de Pline ou de Strabon, je ne vais pas dire de bêtises, mais que la tête est creuse. Et justement, ça pouvait permettre aussi peut-être à des grands prêtres de descendre à l'intérieur et par résonance un peu de faire parler le Sphinx, quoi. Il était peint en plus, le Sphinx. Nous on le voit couleur ocre, sable maintenant, mais sinon il avait le visage rouge et la coiffe était bleue. Bleu, ouais, effectivement. Il devait être magnifique avant, il devait être magnifique. Oui, il était en couleur, hein. Là nous on voit le résidu, quoi. Mais non, a priori, non, c'est pour ça que. Et puis il paraît que le visage était beaucoup mieux dessiné. On voyait vraiment. Même l'aspect du visage, il n'a pas vraiment un aspect pharaonique. Il a plutôt une tête négroïde en fait. Il est assez rond. Et c'est vrai. Il y a aussi peut-être, comme on retrouve beaucoup de pyramides, j'ai un trou de mémoire. Et c'est vrai que voilà quoi. Et c'est typiquement il a limite une tête vraiment de Nubien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il était représenté techniquement? Pas à cette envergure-là, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on a retrouvé des édifices qui ressemblaient fortement au Sphinx? Oui. Il y a c'est une médinée qui se trouve au sud de la province du Fayoum. D'ailleurs, j'ai posté quelques photos il n'y a pas longtemps sur le groupe où on voit des sphinx avec une tête de lion. Hein, donc c'est ce qui se rapproche le plus. J'avais d'ailleurs appelé ce poste les petits-fils du Sphinx. Hein, et ça se trouve au sud du Fayoum. Donc on retrouve un petit peu une trace comme ça de cet animal. Bon, maintenant à savoir si c'est un lion ou certains pensent qu'il est la représentation d'Anubis avec la tête d'un chien.
Bon, ça c'est très difficile de le savoir parce que bon, il a vraiment été retaillé et retaillé. Hein, donc, mais Pline, je crois aussi que Pline donne d'autres dimensions du Sphinx qui sont complètement différentes, au niveau de la tête tout au moins, de celle qu'il a aujourd'hui. Hein, donc, il s'exprime en pied. Alors, Aurel avait fait une remarque là-dessus parce que je ne savais pas d'ailleurs que le pied romain était différent du pied actuel. Hein. Donc, il faudrait que je fasse cette conversion. Mais on sait que Pline donne des dimensions complètement différentes. Parce que les Romains, c'est des pointures. Ouais, juste, excuse-moi, je fais une précision, Freddy, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je dis la Nubie, en fait, c'était une ancienne région qui correspond aujourd'hui au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. Donc, juste pour la petite précision. Parce que les gens vont dire, oui, mais la Nubie, c'est un pays qui n'existe pas. Mais si, c'était une contrée qui représentait les peuplades de cette zone-là. Et à noter que les Égyptiens d'antan n'appelaient pas leur pays Égypte. D'accord ? Ils appelaient leur pays Kemet. Et Kemet représente en fait la terre des hommes au visage noir, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça ce qui donne en fait un appui sur ce que tu disais par rapport à l'aspect négroïde du Sphinx. Sachant qu'en plus, il y a les plus anciennes statues de représentation égyptienne ont des aspects négroïdes. Et plus on avance dans le temps, et plus on va se rapprocher de la version grecque de l'Égypte, là en fait tu vas avoir des traits occidentaux. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Non mais entièrement d'accord. Et la Nubie, je crois, c'est le pays qui comporte le plus de pyramides aussi. Hein. Exactement. Vraiment le pays des pyramides. Hein. Je crois qu'il en reste à peu près plus de 200. Bon, c'est des pyramides complètement différentes. Hein. Elles font 15 ou 17 degrés. Mais, et encore, on ne voit ce qui reste. Elle devait comporter beaucoup plus de temples. Quoi, hein. Donc voilà, quoi, mais bon, c'est vrai que pour revenir un petit peu à comment dire, la physionomie du Sphinx, on est beaucoup partagé, on va dire. Et c'est vrai que sur le Sphinx, en fait, il y a encore une indication. Il y a cette bosse qu'on appelle ça le cœur du Sphinx. Je ne sais plus comment ça s'appelle en arabe. Le cœur du lion. Ouais, le cœur du lion. Comme le camembert. Ouais. Ferme-la, Cyrielle, dégage. C'est ça. Et ça représente l'étoile la plus brillante de la constellation. C'est le même nom, en fait, en arabe. À savoir Régulus. Voilà, Régulus qui se trouve sur l'écliptique. Ouais. Par la même. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, en arabe, le Sphinx, c'est Abu el-Hol. Et par contre, la bosse qu'il a sur le plastron, en fait, c'est Al-Kab al-Assad. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est exactement le même nom donné à l'étoile Régulus qui est située sur le plastron du lion céleste. Mais en pensant à ce Sphinx durant des millénaires, je présume qu'il a dû subir de nombreuses rénovations. Je vois un petit peu, hein, quand je pense un petit peu aux pierres de Parman, hein, je crois qu'elles ont été posées par les Romains. Hein, les Romains. Alors le premier qu'il a désensablé complètement, en grande partie, c'est Toutmosis IV, pharaon de la 18e dynastie, donc aux alentours de moins 1400 avant Jésus-Christ. La légende veut avec la tête qui dépassait du sable, il s'est endormi, il a fait un rêve, son dieu lui a parlé en disant « Si tu me désensables, je ferai de toi le pharaon des pharaons ». Donc il a entrepris le chantier, et puis effectivement, il est passé pharaon, donc 18e dynastie. Par la suite, donc il s'est réensablé, on arrive à la 26e dynastie, donc vraiment sur les dernières dynasties égyptiennes, donc moins 660, moins 500 avant Jésus-Christ, sous le roi, c'est Amasis, un pharaon qu'on ne connaît pas, c'était même plus un pharaon, c'était un roi en fait. Donc Amasis, qui désensable. Après, c'est les Romains, moins 30 avant Jésus-Christ, c'est là où ils vont mettre tous ces blocs de pierre tout le tour, qui vont commencer à faire des blocs pour le retenir. Et le dernier, c'est Awaz. C'est pas un roi, mais bon. Il commence en 30 et les blocs de Parman sont mis aux alentours d'à peu près du 2e siècle, vers 200 après Jésus-Christ. Et puis après, on arrive avec Auguste Mariette, Émile Barrès, puis voilà. André Solt, William Waz, il y en a eu des tas qui sont passés. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que ce Sphinx, en fait, ces pierres de Parman ont été posées sur le pourtour de sa base. Ils ne l'ont pas habillé dans sa totalité.
Et c'est ça qui est un petit peu étrange. Ouais. Étrange, c'est le mystère de l'univers, messieurs, dames. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a des choses qu'on peut pas s'expliquer aussi. Et bon, nous, on a un petit temps d'avance peut-être, sans vouloir mettre les auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont comme nous aussi. Mais c'est parce qu'on essaye de comprendre ces choses-là avec notre structure de pensée d'aujourd'hui. Donc forcément, il y a des choses qu'on trouve bizarres qui pour eux étaient complètement banales. Tu vois? Donc, et c'est sûr, il y avait autre chose aussi par rapport à la coiffe. La coiffe qu'il a, puisque c'est une coiffe qu'on retrouve beaucoup dans les hiéroglyphes, c'est une coiffe qu'on retrouve beaucoup aussi sur tout ce qui est égyptien, d'accord? Mais est-ce que cette culture, a priori, donc cette culture de cette coiffe-là est antécédente, encore une fois? Bien sûr. Ouais. Donc, Oui. donc on a beaucoup d'indications aussi sur d'autres éléments que la culture antécédente, bon, on l'a pas vraiment, on l'a dit entre les lèvres. C'est vrai qu'on a parlé d'Edgar Cayce, donc ça nous ramène à ça. Donc ça nous ramène quand même au peuple des Atlantes, au peuple de l'eau, encore une fois. Ouais. Oui, vas-y, Sanga. Non, de toute façon, il y a une évidence que une culture enfin une civilisation comme la civilisation égyptienne, elle n'est pas tombée de la lune. Tu n'arrives pas, regarde. Aujourd'hui, nous, on est dans une civilisation à dominance occidentale, ok, avec comme pôle l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie avec l'Australie. Donc, c'est une civilisation qui est née il y a combien de temps? Il y a 2000 ans, on va dire, grosso modo, on va dire, dans la transition entre la Grèce et la Rome antique, et ensuite qui a connu son apogée avec Rome et tout ce qui a suivi derrière. Mais on parle de 2000 ans d'histoire, ok? Là où, en termes d'Égypte antique, on parle de plus de 3500 ans d'histoire. Mais déjà, à l'origine de ces 3500 ans d'histoire, on avait déjà, à la base, on a déjà des grands temples, des constructions, des choses comme ça. Donc ça sort d'où? Et c'est ce passé-là qu'on a oublié. C'est cette civilisation-là qui n'est pas arrivée de la Lune, quoi. Donc quand on dit, on effleure le sujet, moi j'ai envie qu'on y mettons les pieds dedans. On y va, on y est. C'était des Atlantes, bordel de merde. Non, mais sérieux, quoi. Franchement, ça sort pas de... C'est ce que nous, on appelle les Atlantes et que derrière, sont appelés les Atlantes. Mais c'est vrai que effectivement, on en revient toujours à cette super civilisation. Et bien évidemment, je veux dire, qu'il y a un savoir sur l'univers et sur les horloges cosmiques que nous on apprend juste à peine, là, on réapprend juste à peine là. C'est ça, c'est... Oui, moi il y a une question que je m'étais toujours posée parce que l'Égypte fonctionne en polarité. Oui. C'est s'il n'y a pas un deuxième sphinx qui devait être en l'autre côté du Nil. En face, tu veux dire? Ouais, je pense que tout marchait par deux en Égypte. Donc pour moi, le sphinx tout seul, ça colle pas, quoi. Alors justement, tout à l'heure, on parlait avec Fabien sur la physionomie, parce que je pense que Fabien voulait dire, est-ce que le visage humain était vraiment a toujours été humain, ou est-ce que ça a été un lion avant, un visage de lion avant? Mais est-ce que la polarité, elle n'est pas là? Est-ce qu'elle n'est pas justement entre les constellations polaires et la constellation du zodiaque? Est-ce qu'elle n'est pas à l'intérieur même du sphinx, c'est-à-dire cet homme lion, tu vois? Est-ce que on va dire l'énergie polaire représenterait pas l'énergie féminine et l'énergie du zodiaque l'énergie masculine? Parce qu'on en revient encore à la constellation du lion qui représente Michael qui dans la Bible est représenté par le lion aussi. Cette phase-là, et Michael représente ce qui est comme le père. Tu vois, donc l'énergie masculine, encore une fois. Donc si on fait de la symbolique et qu'on commence à connecter les choses les unes avec elles, surtout si on repart, est-ce que c'est la nouvelle, la nouvelle alliance, la nouvelle humanité, la nouvelle façon de voir l'univers que nous on appelle l'ère pré-adamique, donc la descendance directe de Michael, qu'on appelle Adam, d'accord, cette lignée divine. Est-ce qu'on n'est pas encore, tu vois, quand on commence à connecter les symboles entre eux, le lion qui représente bien évidemment le Christ dans la Bible, est-ce qu'on n'est pas encore en train de faire une connexion, et est-ce que la polarité ne se situe pas entièrement dans le sphinx? Après, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il faisait tout par deux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un élément qui correspond à l'autre polarité?
J'avais fait des posts et en fait, il y avait des traces qui disaient que le sphinx était éventuellement une femelle. C'était une lionne. Alors, c'est ce que j'étais en train de rechercher pendant que vous discutiez, parce que c'est vrai que j'ai retrouvé, alors c'est dans des très anciens ouvrages, c'est ça qui est très intéressant justement, parce que ça serait des livres qui auraient été écrits par des archéologues sur les 50 dernières années, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est encore une nouvelle théorie. Par contre, plus on remonte dans les anciens écrits, plus les descriptions du sphinx, justement, le désignent comme ayant un corps de femme. Mais alors, j'ai retrouvé, donc voilà, je vais vous lire un petit extrait, il y a 5 lignes. Alors, c'est un bouquin qui s'appelle Théorie des lois de la nature, ou les sciences des causes et des effets, suivi d'une dissertation sur les pyramides d'Égypte. Ça a été écrit par M. Pocton en 1851. Donc, c'est pas de maintenant, c'est quand même assez vieux. Et ça reprend surtout aussi, notamment, les écrits de Pline l'Ancien. Et alors, c'est pas évident à lire parce que c'est écrit en vieux français, les F sont des S. En vieux François. Voilà. Mais sinon, alors juste pour l'introduction, alors dans le désert des sables situé en Égypte, au sommet du delta, à 45 stades, une demi-heure de chemin du Nil sur la rive gauche, au nord-ouest de Memphis, c'est l'ancien nom de Gizeh, et à 120 stades, heure de chemin de distance de cette ancienne ville, à peu près à la même distance de l'ancien château de Babylone, qui est aujourd'hui renfermé dans l'enceinte du Caire, à 30 heures de chemin de la Méditerranée et à 23 du fond de la corne occidentale de la mer Rouge, ils firent tailler dans le roc vif un colosse monstrueux, représentant dans la partie supérieure le corps d'une jeune femme, robuste et forte, avec des mamelles grosses et pleines. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le bouquin. Ok. Et dans la partie inférieure, le corps d'un lion couché sur son ventre, sa tête mesure par le front en suivant Pline 102 pieds de tour, et puis voilà quoi. Et après il y a la description. Et j'ai retrouvé ça aussi dans un autre bouquin qui est tout aussi ancien, c'est vraiment fin 19e, donc dans les années 1880 par là quoi, avec une description mot pour mot quasiment la même. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi un roman. Alors c'est un roman. C'est pas un livre d'histoire du tout, mais alors j'ai plus le nom, j'ai plus la référence en tête, mais il y a pareil, un romancier fin 19e qui a écrit un bouquin dont l'intrigue se passe au Caire, et sur la page de garde, sur la couverture du livre, bah, c'est le sphinx avec une paire de nichons, hein, mais vraiment, voilà, quoi, mais c'est marrant, parce qu'en plus, c'est fin 19e, c'est quand même assez puritain à cette époque-là. Donc il y a plusieurs comme ça, voilà, il y a plusieurs descriptions dans plusieurs ouvrages différents qui nous parlent d'une poitrine sur le sphinx. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que tableaux, Freddy, tu as beaucoup de tableaux de peintres du 19e qui évoquent. Alors, est-ce que c'est allégorique? Est-ce que c'est. Voilà, qui représente. Mais voilà. C'est vrai que dans des bouquins comme ça, moi je pense. Voilà, après, dans la mythologie grecque, tu parlais tout à l'heure du sphinx de la mythologie grecque, il est féminin. Oui, mais là, il parle bien de ce qu'ils ont vu en Égypte. Oui. Sphinx, ouais. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, peut-être que... Oui, il peut y c'est avoir peut-être que justement de cette observation, c'est peut-être de cette observation qu'ils ont appelé sphinx, justement. Par ce côté androgyne, féminin. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. Donc, par contre, la poitrine, elle a complètement disparu, quoi. Alors, soit elle a été érodée... c'est comme le nez, elle a peut-être tombé. peut-être tombée. Tu sais, avec l'âge, ça tombe hein, chez les femmes. Hein. Oui, ça tombe, ouais. La gravité, c'est dur hein, pour les femmes. Hein. Je te dis tout de suite. Les prothèses n'existaient pas encore. Ouais, il n'y avait pas... Ouais. Donc, non, mais c'est ce que dit Freddy, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de représentations ou de descriptions en tant que sphinx féminin. Hein, comme on dit, c'est vrai que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. C'est avec ces témoignages du passé, c'est vraiment ces vieux ouvrages où une phrase ou un mot va vous faire rebondir sur une autre piste, quoi. Et c'est vrai que moi j'avais fait le lien. Alors je sais pas s'il est bon ou s'il est pas bon. Mais comme tout a été inversé au niveau des religions, c'est-à-dire qu'on est passé du matriarcal au patriarcal, oui. et je me demande pas si le sphinx représentait, on va dire, l'ancien culte, et que comme le nouveau culte est arrivé, ils ont transformé ça, le sphinx,
en masculin. Quoi. Oui, parce que de toute façon, c'est l'énergie masculine, on le sent bien. Mais même, par exemple, les Atlantes avaient une énergie beaucoup plus féminine. Ils étaient dans une ère beaucoup plus féminine. Et justement, l'énergie masculine est arrivée avec le côté un peu guerrier. Et effectivement, on est tombé dans une... De toute façon, je le dis souvent dans mes coachings aux gens par rapport qui veulent travailler leur masculin ou leur féminin. Et je leur dis, c'est plus facile de sortir le féminin chez un homme que chez une femme. Parce que l'énergie... On est la seule espèce qui avons mis le féminin à notre service. C'est-à-dire que même quand tu regardes l'univers, tu regardes comment fonctionne le bordel, le soleil, là, c'est le soleil qui donne l'énergie à la nature pour que la nature crée la vie, c'est pas l'inverse. L'être humain, les polarités ont changé à un moment donné, c'est le masculin, le mental, le guerrier qui a pris le pas sur l'intelligence, le créatif, le beau et le... Tu vois ? Donc c'est une bonne remarque, Est-ce que c'est pas le changement d'énergie qui aurait fait changer le genre du sphinx ? Tout à fait. Et moi, il y a aussi autre chose que je me dis, c'est que si on part du principe que le sphinx est un, entre guillemets, soit un indicateur, soit un mémorial par rapport au déluge, qu'est-ce que nous, on ferait aujourd'hui si demain on saurait qu'il y aurait un futur déluge qui va arriver? Forcément, on construirait quelque chose, un espèce de mémorial pour une future génération, pour qu'elle puisse redémarrer une nouvelle civilisation. Et quand on voit en fait l'arche, entre guillemets, l'arche de Noé qui a été fabriquée en fait dans le nord, je sais plus dans quel pays, où ils ont sur le mont Ararat, ils l'ont retrouvé, non? Non, tu sais où ils ont mis toutes les graines au monde. C'est pas chez le grenier du monde, on appelle ça. En Antarctique, il me semble. En Antarctique, ils ont construit un édifice où ils ont stocké en fait toutes les graines du monde. Et la question, peut-être qu'il faut réfléchir à l'envers. Qu'est-ce que nous, on ferait si demain, on sait qu'il allait y avoir un cataclysme sur Terre et que 90% de la population allait y rester? Forcément, on anticiperait, on construirait quelque chose qui resterait dans le temps afin de donner des indications pour relancer une nouvelle civilisation et laisser trace de notre technologie. Et je pense quelque part l'Égypte, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, c'est un message. Voilà les jeunes qui arrivaient derrière, démerdez-vous. Quand vous allez décoder ça, vous allez comprendre que vous n'en avez pas pour longtemps en fait. C'est pas l'Égypte. C'est pas l'Égypte qui a fait ça. C'est ceux qui étaient là avant l'Égypte. Oui, certainement. Oui, mais quand il parle d'Égypte, je pense qu'il parle sur le lieu géographique, pas le. Voilà. Je viens retrouver la référence qui me manquait là. Donc le deuxième bouquin dont je parlais tout à l'heure, il est encore plus ancien. Parce que celui-là, donc l'extrait que je vous ai lu, c'est 1900, fin 1800. Et là, en fait, ces nouvelles recherches sur l'origine et la destination des pyramides d'Égypte, ça a été écrit en 1812. Ah ouais, quand même. Quand même. Par Jacques Devisme du Valguet. Et en fait, donc lui, il dit clairement je n'ajouterai qu'un mot à l'égard du Sphinx, qui est devant la deuxième pyramide et dont la bizarrerie de la composition mérite une attention particulière. Ce monstre avait la figure et le sein d'une fille, des rayons sur la tête et tout le reste du corps fait comme celui d'un lion. Bon, on est encore dans cette configuration féminine qui a certainement changé. Oui. Après, ça reste le Sphinx dans sa conception, ça reste une chimère. Ça reste. Non, pas tellement, parce qu'une chimère, c'est surtout dans la mythologie. Une chimère, c'est mythologique, c'est quelque chose qu'on ne représente pas ou juste qu'on va dessiner. Oui. Que là, en fait, c'est vraiment une statue. Donc c'est une représentation, c'est plus une chimère, quoi. C'est vraiment. Oui, mais je parle de la chimère dans la représentation, pas dans le. Où je comprends, une chimère c'est comme un rêve, ou je vois ce que tu veux dire. Alors que je parle de la représentation, les Grecs ils se combattaient contre les chimères, Persée se battait contre des chimères qui étaient en fait des êtres à moitié chèvre, à moitié dragon ou des trucs comme ça, tu vois. C'était dans ce délire-là. Donc le Sphinx, il a cette partie. Je pense que tout à l'heure Greg parlait de polarité. Il y a une polarisation, je pense, dans la symbolique, déjà. Tu vois, c'est parce qu'il a raison. Tout était en polarisation, tout était toujours. Je veux dire, le plateau de Gizeh représente à la fois Orient et Sirius. Tu vois, il y a toujours cette polarisation quelque part. Donc, vous avez vu les gens, on parle de polarisation, on parle pas de dualité. Ça serait bien que ça rentre dans toutes les têtes. On n'oppose pas
Les théories, on les fait coexister. Ça, c'est important. Hein, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à démêler le schmilblick. Mais c'est vrai que, oui, il fait parler, je pense, parce qu'il y a encore une fois, il y a une double lecture, quoi, dans ce qu'il est. Voire même plus que ça, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, comme tout, et que chaque indication, chaque niveau de lecture nous donne une indication sur quelque chose, que ce soit en mathématiques, en astrophysique, encore une fois. Et les anciens, ils avaient toujours cette façon de penser là, quoi. Donc, ne serait-ce que dans la conception aussi, d'après ce qui va être les cuneiformes, les hiéroglyphes, les écrits sacrés, qui soient en araméen, en hébreu ou dans d'autres langues symboliques, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Il n'y a pas juste un truc comme nous on fait, allez, A plus B, c'est fini. Donc, c'est ça. Un objet, une fonction, non, là, comme tu dis, c'est Ariel, plusieurs niveaux, plusieurs fonctions, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs interprétations qui nous mènent l'une vers l'autre. Hein. C'est ça. Mais voilà, mais on pourrait peut-être te poser la question inverse. Pourquoi aujourd'hui nous on construit des statues? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut marquer nous aujourd'hui de notre temps en construisant des statues, en dressant des statues? Hein, on pourrait peut-être trouver une réponse par rapport. Certainement, il y a une analyse surtout sur le style de statue, mais encore une fois, pour revenir aux plusieurs niveaux de lecture, le danger, et c'est ce qui se passe justement dans l'esprit de dualité de l'homme moderne, c'est que les gens vont avoir tendance à opposer ces niveaux de lecture. Mais non, en fait, c'est pas ci, mais non, en fait, c'est ça, mais non. Et justement, rester... Parce que je pense que chaque niveau de lecture pourrait donner des études sur des années. Donc, les gens, ils n'ont pas forcément l'envie ou la force d'analyser tous ces niveaux de lecture en même temps. Et c'est là que le bas blesse dans notre nouvelle structure de pensée. C'est qu'au lieu d'opposer ces niveaux de lecture, on devrait les connecter. Justement, à quoi ça correspond? Quelle est notre connexion? Pourquoi tout est basé sur les étoiles? Qu'est-ce que ça correspond à nous? Pourquoi cette idée de ténèbres et de lumière qui est représentée par l'équinoxe et par les étoiles? Ne serait-ce pas aussi une indication génétique? Pourquoi dans cette ère-là, on était dans l'ère du lion, les gens étaient d'une telle façon? Là, on est dans l'ère du poisson, les gens sont d'une telle façon? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une corrélation, et les astrophysiciens l'ont trouvé, entre les étoiles et notre ADN quand même. Donc ça veut dire que tout ça est lié quelque part. Et oui, nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Voilà, donc dès qu'on a compris ça, on comprend énormément de choses. On comprend Pythagore et sa numérologie. On comprend justement tous ces sites qui nous indiquent des lieux qui sont des marqueurs spatio-temporels et des marqueurs au niveau stellaire. Je veux dire, ils avaient cette façon de penser là. Aujourd'hui, on essaye de tout mettre derrière justement des chimères, hein, Freddy. On essaie de mettre derrière des concepts spirituels. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, tu parlais d'Edgar Cayce ou les gens qui travaillaient avec lui. C'est pour ça que maintenant, dans le monde ésotérique, le problème, les ésotériques qui ne sont pas pris au sérieux, parce que tu as 90% des gens qui sont là-dedans, qui sont complètement allumés, il faut le dire. Tu vois ce que je veux dire? Et que t'as que 10% qui sont réellement dans un savoir, dans un partage de ce savoir, dans une application bienveillante et on va dire... C'est quand même un domaine assez spécial, quoi. Bon, j'ai rien contre les gens qui disent être voilà, quoi, en contact, faire de la régression, se trouver des vies antérieures, mais c'est quand même, c'est tout sauf scientifique et cartésien. Ben, disons que tu as des manières cartésiennes de l'expliquer, de le montrer. Quand tu vas chercher dans ton ADN, forcément, si les vies antérieures existent, hein, on va mettre le si scientifique en l'air, c'est encodé quelque part dans ton ADN. Donc si toi tu as accès à cette information, ok. Mais quand je parle d'ésotérisme, je parle de tout ce savoir caché qui est utilisé la plupart du temps pour créer du sensationnel, pour créer du magique, pour créer du je sais pas quoi, alors que tout ça a une explication. Tu vois, je veux dire, on a des trucs qui sont encodés dans nos gènes qui viennent de cette époque-là. Et si aujourd'hui, nous 5, là, on est là, capables de comprendre ces choses-là, c'est parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de remonter dans nos vies antérieures, mais que dans notre ADN, il y a quelque chose qui décode cette information. Si Fabien il est capable de décoder les mathématiques, toi, tu es capable de décoder à un moment donné une symbolique, que Greg, il est capable de décoder un écrit, et que Sangara, il est capable de le connecter avec ce que lui, il reçoit, c'est qu'à un moment donné, c'est encodé quelque part en nous. Il y a une résonance, tu vois. Donc, et c'est là qu'il va falloir justement, comme je dis souvent, il va falloir démystifier le divin, et il va falloir spiritualiser la science. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est dans ce sens que les gens qui détiennent l'ésotérisme, là, ils ont trop mystifié le truc, c'est devenu trop n'importe quoi.
D'ailleurs, c'est pour ça que même moi, personnellement, je me suis retiré de ce milieu-là, si tu veux. Parce que tu devenu un fond verte surtout. Oui, et tu perds une crédibilité. Après, ouais, on va te dire que tu étais là pour le zéyo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un autre côté, tu as des scientifiques qui se détachent de ça. Tu vois, Pythagore, ils ont pris les théorèmes et les triangles, mais ils n'ont pas pris tout le côté numérologie, par exemple. Tu vois? Ouais. Et nous, si on est là ce soir, c'est parce qu'on est capable de connecter ces deux informations ensemble. C'est qu'on est capable de voir la symbolique du lion et de l'homme. C'est qu'on est capable de voir à quoi ça correspond dans d'autres esprits sacrés et dans d'autres choses-là. Il faut savoir, à un moment donné, garder son sang-froid, comme on dit, regarder les informations telles qu'elles sont, et aujourd'hui, être capable de sortir l'invisible et de l'amener dans le visible. Parce que l'ésotérisme, c'est l'occulte. Moi, je pense que Cyril, tu as raison. Parce que, de toute façon, on sait que les planètes, les planètes ont des énergies toutes différentes. Et on sait qu'avec certains alignements de certaines planètes qui sont, on va dire, récurrentes, qui reviennent régulièrement dans le temps, il se produit des tremblements de terre sur Terre. Et ça, toujours avec plus ou moins les mêmes conjonctions de planètes. Et c'est dommage que ceux qui étudient, qui veulent prévenir les tremblements de terre ne s'intéressent pas aux énergies des planètes, parce que il y a quand même certaines choses qui sont troublantes sur les conjonctions de certaines planètes avec certains. C'est indéniable. Voilà. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tu parles de signes et tout ça, mais je pense que l'être humain est très réactif aussi à ce genre d'énergie, et que quand on change en fait de cycle, je pense que l'humain change aussi, parce qu'à chaque ère, on va dire, de changement, il y a soit une fin d'une civilisation, soit une fin de religion, soit un déluge entre guillemets, soit une catastrophe. Et c'est vrai que quand on connecte ce genre de choses, on comprend, si on fait des liens, on comprend certains événements. Alors chacun comprend avec son chemin de compréhension qui lui est propre. Mais c'est vrai que je pense que l'humain aussi doit réagir et penser différemment à chaque ère, parce que les énergies sont on le différentes. voit avec la fameuse fin du calendrier Maya. Les sujets dont on est en train de parler aujourd'hui. Ouais. Là, on en parle entre nous, on est sur KRS Radio, une radio qu'on a montée nous-mêmes, en train de parler de ces choses-là, il y a énormément de gens qui nous écoutent. Mais on parle des mêmes sujets avant 2012, là, avant le 21 décembre. Je peux vous garantir qu'on n'a pas autant d'auditoires et qu'il n'y a pas autant de gens qui adhèrent. Donc, il s'est bien passé quelque chose au niveau de l'ADN, parce qu'on est là en train de se dire depuis tout à l'heure que cette information-là, ça fait quand même 26 000 ans qu'elle a été posée. Ok ? Oui, donc... Il y a eu un engouement terrible pour le calendrier Maya. En fait, tout le monde avait annoncé la fin du monde. Non, c'est la fin d'un cycle. C'est les journalistes. C'est les journalistes et puis les médias à sensation qui s'étaient emparés du truc. Mais sinon, c'était surtout la. Mais je veux dire, à un moment donné, l'alignement Terre-Soleil-Lune était bien en face de l'œil de la galaxie. Donc, de ne pas voir que ça a eu un effet sur l'humanité et sur le décodage qu'on a. Moi, je suis le premier, je te le dis, je veux dire, avant le 21 décembre 2012, je suis désolé, moi je faisais du R&B, j'étais au Canada, j'avais rien de tout ça, moi, tu vois. Donc moi, je suis la preuve vivante qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que mon ADN aujourd'hui est capable de décoder des infos, il est capable de décoder des trucs que j'ai pas appris à l'école, quoi. La génétique, je l'ai pas appris à l'école, l'astrophysique, d'où ça vient cette info? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, Cyril, il est possédé, il y a une entité qui lui dit des trucs. Non. Je te le dis tout de suite, moi je joue à FIFA comme tout le monde, je me fais caca comme tout le monde. La petite anecdote, c'est que le 21 décembre 2012, moi tous les ans, vraiment anecdote, tous les ans on fête le réveillon de Noël chez mes parents, depuis tout le temps. Mais le 21 décembre 2012, j'ai réuni toute ma famille chez moi et on a fait une grosse bouffe. J'ai dit comme ça, si c'est la fin du monde, on fêtera pas Noël, mais on aura fêté juste avant. Non, mais c'est vrai, mais quand je vois le nombre de personnes qui ont un peu flippé à ce moment-là, moi je me suis réveillé le 21 décembre 2012, j'ai fait, c'est tout ? Ah merde, y a rien, tu vois. Donc c'est peut-être la fin d'un monde. Non, mais c'était la fin d'un cycle. Je pense qu'effectivement on a été bombardé. Rien que la Lune. Quand on voit la Lune, l'influence qu'elle a, déjà sur la Terre par rapport aux marées, tout ça, mais après quand la pleine Lune, elle joue sur les nerfs des gens, c'est pas des conneries, c'est pas n'importe quoi. Moi, je le vois, moi j'ai posté aujourd'hui, j'ai dit calmez-vous les gens. Je leur ai dit tout de suite, j'ai dit je sais c'est la pleine lune bientôt que Cyriliel c'est Bibi à la pleine lune. J'ai dit calmez-vous tout de suite. J'ai dit Bibi pas content.
J'ai bossé mais dans bon, le monde de la parce que nuit. la Lune agit certainement sur notre corps, parce qu'on est composé, Bon, on est composé d'eau. 75 pour 80% d'eau. Ah ben oui, Donc si elle forcément. agit sur les marées, elle agit Eh ben de toute façon, elle a un rayonnement électromagnétique qui agit forcément sur nos corps électromagnétiques. Déjà, rien que ça. Donc, au niveau émotionnel, au niveau, on le sent. Puis ça, c'est quelque chose qui est toujours. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui disent non, on n'a aucune preuve que ça agit sur l'humeur des gens. Va travailler dans les commissariats là, en période de pleine lune. Tu vas voir le téléphone, hein, c'est pas le même, hein. Mais j'ai fait 15 ans dans le monde de la nuit, Ouais. et les soirées où il y a eu le plus d'embrouilles, où Pleine lune. soit des plus gros stuff, ou soit des soirées où justement ça partait en vrille, et puis voilà quoi, c'était le dawa, c'était bien les soirs de pleine lune. Mais moi, c'est pareil. Moi, je travaillais au téléphone, Colissimo, tu sais, pour les colis, tu vois. Eh ben, tu pouvais dire. Les lendemains de pleine lune, les clients, mais en fait, je faisais pas du service à la clientèle, je faisais des exorcismes en ligne. Hein. Je te le dis tout de suite. Moi, une fois, j'ai dit à une cliente, madame, moi, j'étais formé pour parler aux êtres humains. Là, les animaux, je fais pas, moi. Désolé, hein, j'ai raccroché. Donc, tu vois, le truc, c'est que oui, il se passe des choses. Donc, pour en revenir à ce 21 décembre, il y a bien quelque chose qui est dans l'ADN humain changé. Puisque quand je vois l'éveil, il y a quand même un éveil manifeste, il y a quand même derrière des sujets qui commencent à être remis sur le tapis. Je veux dire, dans les années 90, Jean-Claude Bourré, on l'a viré de France 2, quoi. Et aujourd'hui, c'est la référence en ufologie. Hein, capitaine de gendarmerie, tout ça, quoi. Jean-Claude, si tu nous écoutes, coucou. Hein, mais, ouais, mais voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une émission qui s'appelait Temps X. C'était génial, Temps X. Avec Grishka et Igor Bogdanov. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette émission-là, elle ferait un tabac. Il faut qu'ils reprennent. Mais à un niveau supérieur. Parce que les gens sont prêts à prendre ce genre d'informations. On voit les médias alternatifs qui pullulent un peu partout. Le problème des médias alternatifs, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles avec Sangara on a créé KRS Radio, c'est que tu te retrouves au milieu d'intervenants qui eux vont te raconter des choses qu'ils sont pas capables d'expliquer et donc du coup on te compare un peu à ces gens-là et ça devient compliqué, surtout quand tu veux atteindre un niveau d'information comme on peut en avoir ce soir. Et je vous remercie les gars d'être là avec nous parce que ça fait plaisir de pouvoir discuter de ces choses-là avec des gens qui ont fait leur devoir, comme on dit. Mais voilà, on veut vraiment amener l'information à un niveau, alors pas crédible, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont croire ou ne pas croire, mais amener le niveau d'information pour amener vraiment un vrai débat, une vraie réflexion sur ce genre de sujet. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, et moi ce que j'aime entre nous, c'est qu'on en parle comme si on parlait de foot, là. Hein, en fait, c'est l'after de... Moi, c'est ça. Voilà. Et encore, et c'est vrai qu'il faut surtout éveiller les gens à ces sujets. Hein, parce que c'est vrai, on se lève le matin, voilà, on est loin de penser à tout ça. Ouais. Mais notre but, c'est d'éveiller un maximum de personnes sur tous ces sujets qui sont tout à fait légitimes. Et puis ça, voilà. Mais surtout en parlant simplement comme on en parle nous, Fabien. Tu vois, comme on en parle entre nous, en parler comme si on était au bistrot du coin. Je veux dire, il faut banaliser. Il faut banaliser le sujet pour qu'à un moment donné, il soit accepté. Si tu commences à parler, oui, alors vous avez donc les éphémérides, les équinoxes, tu commences à parler comme balai dans les fesses. À un moment donné, les gens ils vont pas s'identifier. Nous, on voit avec Sangara, c'est vrai qu'on a des looks particuliers, on sort directement du quartier, comme on dit, mais on arrive à sensibiliser des gens comme nous à ce genre de sujet. Et quand tu viens dans mes stages à Paris, c'était le meilleur exemple. Ouais, ils te voient pas avec ta capuche à l'écran. Il y a pas d'écran là à la radio. Mais quand je vois à Paris que je peux avoir Marie-Françoise du 16e arrondissement et de l'autre côté avoir Kadera qui vient de Sarcelles, dans mon stage, pour moi c'est une victoire. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette information, c'est pas que l'information de l'élite, c'est plus que c'est tout le monde qui peut avoir accès à cette information. Et je pense que avec Sangara, on est aussi un petit peu là pour ça, pour faire le pont entre la rue, t'as vu, et l'information. Voilà, et le livre, il était une fois le monde. Je vais essayer d'en parler à mon assureur. Ouais, vas-y, fais ça. À ton banquier surtout. À ton banquier. Hein Non mais mec, ne me fais pas un crédit sur 30 ans, dans 20 ans c'est la fin du monde. Tu m'as pris pour un bouffon, quoi. Tu sais que ça va partir en sucette, alors tu me fais ton crédit là, hein, c'est bien. Ouais. Non mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut...
éveiller un petit peu. Voilà, éveiller, c'est le mot. Voilà. Bon. Ouais, c'est vrai que quand on lit ce genre d'informations, où on écoute certaines interviews, et que tu te plonges vraiment dans le sujet, et que tu commences un petit peu à faire des liens, bon, comme moi je l'ai fait à ma manière, mais c'est vrai que, je sais pas, je pense qu'on peut parler de mémoire dans l'ADN, qui doit se déclencher, se réveiller, et qui doit te permettre justement de comprendre ce genre de choses. Exactement, l'ADN c'est un décodeur et on a tout à l'intérieur si tu veux et on a des choses qui datent de cette époque-là. Donc quand nous on est en train de parler de ces choses-là, on est en train de se les remémorer. Ouais, Donc tout à l'heure Freddy parlait de gens qui voyaient les vies antérieures. Moi c'est pas vraiment des vies antérieures parce que les vies antérieures encore on peut en discuter, mais c'est plutôt on se remémore des choses d'avant. Ah, ça bug. On perd de Greg, là, je crois. Ouais, on a perdu la connexion avec Greg, là. Ouais, Greg, il est en train de laguer. Mais je voulais réagir justement sur un truc. C'est qu'en fait, c'est vrai que moi, je pense que tout ce qu'on parle là maintenant, en fait, mais c'est des choses qui étaient qu'on a tout simplement zappé à un moment donné. C'est ça. De par voilà, qu'on a arrivé le siècle des Lumières, la technologie, les machines à vapeur et tout ça. On est rentré dans une ère industrielle. Et puis tout le côté nature, étoiles, planètes, on s'en est plus trop préoccupé. Et bizarrement, on y revient petit à petit. Mais tout à l'heure, tu employais le mot croyance. C'est même pas des croyances, parce que croire, ça veut dire on croit en quelque chose, mais en fait, on n'en a pas la preuve. Et ça fait un peu trop, voilà, un peu trop religion, on va dire. Dans ce sens-là, on croit en quelque chose. Mais c'est des faits. En fin d'après-midi, je parlais rapidement avec Shangara et je disais voilà quoi, quand tu peux expliquer des trucs. Alors oui, il y a plein de théories, mais quand tu arrives à démontrer un fait, ne serait-ce qu'un fait qui est indiscutable et pour lesquels même les égyptologues voilà, ils n'ont pas de solution claire à nous apporter. Là, on peut pas dire c'est le hasard. Et la référence, c'était au fait que la grande pyramide de Khéops, sa longitude, c'est précisément la vitesse de la lumière, Ouais. Mais 9 chiffres après la virgule. Hein. On parle pas de 2 chiffres. Oui, mais même à ça, voilà, quand tu la ramènes un fait comme ça, vu que ça ne corrobore pas tout ce qu'il dit, ils vont le mettre de côté. Ils vont accepter que c'est un fait. Ils en parlent même pas, mais pourtant c'est quand même hallucinant. Donc après, quand on dit que le Sphinx, alors déjà c'est un rocher, oui, c'est un rocher, donc il a jamais été déplacé, il n'a pas été mis là. Ouais. Voilà quoi. Ils ont utilisé ça, mais s'ils ont taillé la tête d'un côté et les pattes arrière de l'autre pour qu'ils regardent pile poil dans le sens du lever du soleil des jours d'équinoxe, c'est pas pour rien. C'est quand même, il y avait déjà un savoir et des connaissances à cette époque-là. Ça, c'est indéniable. Il n'y a personne qui peut remettre ça en cause. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah non, en fait, non, mais c'est un hasard. C'est un hasard. Oui, non, mais tout est un hasard. Hein. Tu sais, mais quand tu regardes les probabilités, quand tu regardes en mathématiques, une probabilité de une chance sur 10 puissance 50, c'est impossible. Si tu as une chance sur 10 puissance 50 que quelque chose arrive, c'est impossible. Par contre, on t'explique en même temps que la première cellule vivante, elle avait une chance sur 10 puissance 39 945 d'arriver sur Terre. Voilà. Donc, il y a une incohérence. Alors, en fait, la première cellule vivante, elle a joué au loto tous les jours pendant 10 ans, et elle a gagné, pendant 10 000 ans, pardon, et elle a gagné tous les jours. En gros, c'est ça. Non, mais c'est ça quoi. Donc, moi, je veux bien que les gens, parce que il y a des gens qui nous écoutent et je les sens les critiques arriver en disant voilà, ils ont fait une émission sur le Sphinx, ils ont parlé d'Edgar Cayce, mais bon, Edgar Cayce, c'est pas un scientifique. On parle d'ADN, de mémoire dans l'ADN et tout ça. Donc, c'est la réalité, non? Il y a des gens qui risquent de critiquer, mais moi, tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, expliquez-moi pourquoi, comment ça se fait que le Sphinx, voilà, il a été taillé de cette forme-là, pourquoi ça correspond justement. S'il est récent, s'il a été fait, comme les historiens le disent, par Képhren en moins 2007 avant Jésus-Christ, pourquoi, tout simplement, ils n'ont pas fait carrément, ils n'ont pas mis des hiéroglyphes tout le tour. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant que sur le plateau de Gizeh, il n'y a pas un hiéroglyphe.
Il n'y en a pas un seul. C'est des trucs, voilà. Les pyramides, pas d'hiéroglyphes. Le sphinx, pas d'hiéroglyphes. Si on a... Alors qu'on sait que les mecs étaient mégalos, quoi. Dès qu'ils faisaient un truc, ils signaient oui, c'est moi, Pharaon machin. Ouais, non, c'est sûr. Les plus grands taggers, quoi. C'était pas la mode. C'était pas la mode à cette époque-là, ça arrivait après. Donc, moi, je veux bien qu'on critique, je veux bien qu'on remette en question des théories un peu capillotractiques. Mais c'est même pas une question de théorie. Depuis tout à l'heure, on dit que tout ça, c'est basé sur les mouvements stellaires. Aujourd'hui, tu as n'importe quel astrophysicien qui te dit que ton ADN vient des étoiles, qu'on est de la poussière d'étoiles. Donc, je vois pas en quoi on peut pas prouver scientifiquement l'évolution de l'ADN humain en fonction des étoiles. Je veux dire, ça tombe sous le sens. Si t'es pas capable de connecter ça, abandonne les recherches. Abandonne tout ce que tu es en train de chercher sur le sphinx, les pyramides, t'es pas dans la bonne direction. T'es en train de rentrer dans une impasse. Il y a Greg qui part en vrille. Ouais, j'ai le son là. Non, mais je crois qu'il faut étudier, quand on étudie le sphinx, il faut l'étudier sous. Alors, il y en a un de vous trois là qui doit muter son micro ou muter sa carte son. Voilà, on a perdu Greg, je crois. Non, je suis là. T'es là. T'as un écho. Waouh, c'est merveilleux. On dirait un DJ. Oh, DJ Greg, ce soir, il nous fait gagner des autocollampions. Non, mais voilà, c'est vrai que si on veut étudier le sphinx ou le plateau de Gizeh, je pense qu'il faut être capable d'aborder tous les thèmes. Voilà, il faut aborder. Mais tout simplement parce qu'on l'a dit. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plusieurs niveaux de lecture et le niveau de lecture justement de l'ADN, il est bien placé. Le niveau de lecture, on va dire, quasi spirituel du truc avec l'équinoxe qui représente l'ombre et la lumière en équidistance. Je suis désolé, c'est la base même des philosophies des tables d'émeraude de Thoth, c'est la base même de la philosophie atlante, c'est la base même de la conception de l'être humain. Donc c'est la base même de notre cycle de vie. Et voilà, complètement. Tout simplement. Voilà. Donc si t'es pas capable de regarder cette information, tu vas rater une grosse partie de ce que te dit le Sphinx. Voilà. Donc tu peux pas éluder. Le nous parle tout simplement d'un cycle naturel qui se déroule depuis des milliers d'années et qui fera de même durant les... Il déroule depuis toujours, c'est pas des milliers, c'est depuis tout le temps. Depuis toujours, voilà. Ouais, exact. Voilà. Et ceux qui ont fait ça, ils ont eu l'intelligence de le graver dans la pierre. Car ils savaient certainement que ça allait traverser le temps. Aujourd'hui, on a nos tablettes qui sont comme support d'information, où on va avoir des photos, des DVD, mais on sait pertinemment que ces supports ne dureront que quelques centaines d'années. Eux ont l'intelligence. Mais déjà, nos VHS et nos Betamax, ça marche plus. Ah bah non. Nos vinyles non plus. Pour en revenir au Sphinx et à Toulouse qui avait fait son rêve en s'endormissant en dessous du Sphinx. Mais moi, toi, parallèlement, j'ai fait un rêve il y a 1 an de ça. I have a dream. Hein? I have a dream. I have a dream. Non. J'ai fait un rêve la nuit normale en dormant. Et si tu veux, ce qui m'a troublé, c'est que avant de me réveiller, j'avais un espèce de panneau qui arrivait doucement devant moi. Et il s'est rapproché jusqu'à mon visage. Et c'était marqué « Nous sommes là ». Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Je suis resté bloqué pendant 1 minute assis au bord de mon lit et j'avais un seul mot en tête qui me bloquait l'esprit, c'était le mot Atlante. Waouh. Et je suis resté bloqué pendant 1 minute avec ce mot dans la tête avant de réagir et de me lever, quoi. Bah tu vois, peut-être que c'est une mémoire, tout simplement. Des fois, il y a des choses qui sont pas explicables et on les vit. Tu vois, c'est ça Exactement. aussi. C'est ça aussi. Mais c'est vrai que nous, dans le livre, Il était une fois le monde, on a essayé de... c'est le moment France 2 là, c'est le moment pub que vous pouvez trouver donc sur les éditions La Vallée Heureuse sur le site de notre chère éditrice Stéphanie à qui on fait un coucou. Il sort le 10 avril dans toutes les grandes crèmeries, donc vous pouvez l'acheter. Donc voilà, Amazon, Cultura. On peut le trouver dans les librairies. Dans les librairies, les boucheries, enfin tout ça. Ça. Et donc voilà, donc on a essayé de faire les liens. Mais tu vois, des expériences comme toi tu vis, Greg, Ouais. tu l'as vécu.
Tu vois, je veux dire que en fait, c'est une expérience Ça personnelle. m'a marqué. J'avais fait même un post il y a un an dessus Mhm. parce que ça m'avait marqué. Voilà quoi, ça m'a fait bizarre. Non, mais tu sais, tout à l'heure, on se moquait. On parlait beaucoup de gens qui parlaient des vies antérieures. Et c'est vrai que des fois, on peut entendre dire souvent, ah, mais de toute façon, dans une vie antérieure, t'étais un Atlante, par exemple. Tu vois, ça, on l'entend souvent. Mais pour moi, c'est d'une banalité génétique sans nom. Je veux dire, c'est comme si je disais à Sangara, ben toi, t'étais un Nubien. Tu vois, c'est une banalité. Dans notre ADN, on a cette expérience-là qui est encodée, quoi qu'il arrive. Bien nu. Il est nu, Oui, bien. parce que si tu veux, pour me réveiller, Bravo tout Freddy, le bravo, monde, je kiffe. mais voir un panneau qui arrive face à toi et c'est écrit nous sommes là et le panneau en fait il est tellement proche de toi qu'il te fait te réveiller et t'es bloqué t'es bloqué pour te lever, ça c'est voilà, Ça a été marqué. pas- Oui, Ouais, ça marque, ça marque. Ça marque. ça marque, oui, forcément. Ah ouais. Et encore une Et fois. ça marque, et je suis sûr peut-être que tu cherches une réponse à ce que tu as vu. Oui, après les rêves, on peut les interpréter de Non, mais façon. c'est comme ça des fois qu'on initie une recherche et qu'on trouve des choses. Tu vois, ce genre C'est ça. d'expériences qui sont là pour te pousser un peu le coup de pied aux fesses en te disant, ben vas-y, va faire des recherches. Moi, ça m'est arrivé, ce qui t'est arrivé sous la douche, moi, carrément, tu vois. Donc, moi, je sortais d'un épisode de Fringe. Vous connaissez la série Fringe, hein? Ah oui, ok, oui, Énorme. c'est bien. Donc, tu vois, avec l'univers parallèle et tout. Et puis moi, dans mon esprit de jeune racaille, chanteur de R&B, hip-hop, je vais sous la douche et dans ma tête, je me fais, mais comment ça marche l'univers? T'as vu? C'est bizarre. Et au moment où je me pose cette question, j'ai une espèce de flash. Et justement, et je me rappelle à l'époque, donc je sors de la douche, tu vois, j'étais même pas séché, j'avais mis un caleçon, une serviette sur la tête, puis ma conjointe, c'était une Québécoise à l'époque, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Quand c'est ça, mon Chris, là, c'est quoi tu fais là? Puis moi, j'étais en train de dessiner sur mon papier, tu vois, et c'est comme si j'avais dessiné comment tout fonctionnait. Pour moi, dans ma tête, c'était ça. Et bien, c'est ces recherches-là qui m'ont permis aujourd'hui d'être avec vous ce soir, quoi, tout simplement. Hein, je veux dire, donc à des moments donnés, on a une expérience extraordinaire qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais qui en même temps nous amène à trouver des choses sur l'existence, sur les origines de la vie. Et aujourd'hui, grâce à ça, on a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent parce qu'ils se posent les mêmes questions. Donc on n'est pas les seuls à se poser ces questions quand même. On espère qu'ils seront nombreux. Hein? Et je crois aussi qu'il faut se laisser aller, il faut se laisser porter quelque part par cette passion. Il faut pas résister. Et puis surtout, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire à un moment donné, je mets tout sur la table, ce que je pense savoir. D'accord? Ouais. Parce que la plupart des trolls qui réagissent sur Internet, c'est des gens qui pensent savoir. Tu vois, et qui sont pas capables de mettre sur la table, mais voilà, tout ce que je pense savoir, je le mets sur la table et je suis prêt à accepter d'autres théories, d'autres choses qui pourraient me faire avancer et que peut-être je pourrais connecter avec ce que je sais déjà. C'est ça qui est important. Mais les gens ils sont toujours dans l'opposition. Accepter, les propos de l'autre, tout simplement. Ouais. Puis on n'est pas là pour imposer notre vérité. Encore une fois, on est là pour amener des informations. Après, vous en faites ce que vous voulez. Après, que vous captiez ou que vous captiez pas, que vous compreniez, que vous compreniez pas, nous on n'est pas responsable de ce que vous entendez. On est responsable de ce qu'on dit. On n'est pas responsable de ce que vous comprenez. On est responsable de ce qu'on explique. Mais encore une fois, ce que a dit Freddy ce soir, ce que dit Fabien, ce que dit Jack ou ce que dit Sangara depuis tout à l'heure, vous pouvez aller faire vos propres recherches, vous allez retrouver les informations. Hein. On vous a rien amené de nouveau. La seule différence, c'est qu'on vous connecte les informations pour que ça soit cohérent. C'est tout. Ouais. C'est tout. Ça rejoint parfaitement d'ailleurs. Donc, comme tu disais, c'était la petite heure de pub là. Donc que ce soit Fabien, Greg, moi, et puis aussi on oublie j'ai envie de le citer parce que il fait partie de l'équipe. Oui. Et bon, il est timide, il est pas là ce soir, il est timide. Mais Alain qui fait un énorme travail dans le groupe en tant qu'administrateur. Ouais. Coucou Alain, si tu nous écoutes. Hein, t'es avec nous avec l'énergie, hein, t'inquiète, hein, t'es là, t'es parmi nous. Hein. Ouais. Bah, il est discret en fait. Mais oui, contre, on comprend. C'est très intéressant. Et donc le groupe Secret des civilisations disparues sur Facebook. Et en fait, on a fait un règlement pour les gens qui nous rejoignent. C'est important d'avoir un petit règlement pour dire que tout le monde s'entende bien. Et en fait, j'ai fini quand j'ai écrit ce règlement, j'ai fini par j'ai relié 3 phrases. Alors c'est 3 citations différentes, mais je trouve qu'elles prennent tout leur sens quand elles sont mises bout à bout pour faire qu'une phrase. Ouais. Et ça rejoint ce
disais à l'instant, c'est la croyance, c'est le milieu entre l'opinion et le savoir. L'opinion, c'est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Et être conscient qu'on est ignorant, c'est un grand pas vers le savoir. Exactement, parce que quand tu te mets en position de je sais tout, ben tu reçois rien puisque tu sais tout. Alors que quand tu te mets en position, et moi tout le monde me dit mais Cyrielle t'as un je sais tout. Non, moi je suis un je sais rien. C'est pour ça que je suis constamment en train de recevoir de l'information, de faire évoluer l'information. Et c'est très bien ce que tu as dit. Moi je suis différent. Moi je dis les opinions c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un et ce qui sort de là ça pue. Tu vois ? Donc, Oui, tu vois, bon, c'est un peu plus vulgaire, mais c'est un peu plus direct. On peut pas le mettre dans le règlement. Hein. Ouais, mais pas ça dans le règlement, c'est parce que là on est sur KRS Radio, tu vois. Là on peut se lâcher, mais le règlement ça fait pas propre, ça fait pas sérieux. Mais moi c'est ce que je dis aux gens et surtout dans la gestion de l'ego, l'opinion et la vie sont toujours attachés à des programmations, à des conditionnements et ce qu'on pense savoir. Alors que le savoir, c'est ce qui est validé, et ça tu ne peux pas. Et le savoir, la plupart du temps, tu le valides comment ? Mais par l'expérience. Donc tant que tu n'expérimentes pas une information, tant que tu vas pas par toi-même. C'est pour ça que souvent avec Sangara, on a enseigné un peu par hermétisme, un peu comme faisait Hermès, tu vois. C'est-à-dire quoi ? On donnait 60% de l'information, on laissait trouver le 40% qui est resté. Parce qu'il n'y a rien de plus glorifiant pour un ego que de trouver l'information par lui-même. Donc forcément, quand tu fais ça, ben, tu te mets pas en position, bon les gens, il faut nous croire ou pas nous croire. Tu les mets dans une position, va chercher la vérité, va chercher bonheur toi-même. Tu vois ? Et quand ils trouvent bonheur, ça va. Quand ils trouvent pas bonheur, ben ils reviennent, ils sont fâchés, ils te posent des questions. Bon, ben ça, maintenant, on gère. Hein. Maintenant, deux baffes dans la gueule, c'est fini. Hein. Ah ouais, maintenant, ça va vite. Hein. Ah ouais, direct. Hein. T'es pas content, boum, boum. Bon, c'est un peu ce que tu as expliqué, hein, Cyrielle. Hein, c'est la philosophie qu'on a dans ce groupe. Voilà. C'est très bien, mais c'est pour ça que vous êtes là avec nous aussi. Hein. On a senti... Voilà, d'échange constructif, de partage et d'échange. Je crois que c'est les trois mots-clés. Du bien, enfin des actions qui peuvent y avoir dans ce groupe. Libertin par contre, hein, parce que le partage, l'échange, non. Ouais, si, c'est bien ça, c'est bien. Moi, je viens. Hein. Moi, je viens. Si c'est échange, partage, libertinage, moi, je suis là. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, moi, j'aime bien. On peut créer un groupe annexe. Hein. On va faire un groupe annexe. Ça va être au bordel des anges et la face cachée de mes fesses. Ouais, ça va être ça le truc. La face cachée de la lune. Les secrets de la mythologie interdite. Les secrets de la mythologie interdite. Bon, il y a un règlement, c'est bien, mais je pense qu'on peut se dispenser de règlement avec un peu de bon sens. Exactement, moi je suis d'accord avec Fabien. Parce que le règlement, si tu es obligé de mettre un règlement, c'est que les gens ils savent pas se tenir. Et ça, c'est ça. Mais ça, c'est par expérience. Mais moi j'ai fait fermer tous les groupes. Hein. J'ai fait fermer tous les groupes autour de Cyrielle, autour de ma personne, parce que j'ai dit, vous créez, en fait, on crée ce qu'on appelle des égrégores négatifs, c'est-à-dire il y a tout, au bout d'un moment, l'effet de groupe crée des choses. Voilà, il y en a toujours un qui veut mesurer la taille de son machin avec le tien. J'en sais plus que toi, t'en sais plus que moi. D'ailleurs, Loïc, si tu nous écoutes, prends des notes. Voilà, je veux dire, avec Sangara, on n'est pas là pour mesurer la taille de nos machins, hein, vu nos origines, voilà, c'est pas, enfin, je veux dire, voilà, on est là pour partager ce qu'on sait, c'est pas forcément, tu vois, nous, par exemple, tu vois, on n'est pas forcément dans un échange, c'est-à-dire, on partage ce qu'on sait, ce que toi, tu sais, ça peut être intéressant si tu veux, mais fais tes émissions, va faire tes émissions, et moi, je vais écouter ce que tu as à dire, mais après, si t'es venu pour m'expliquer, c'est quoi être spirituel, ou c'est quoi non, si tu veux, bon, moi j'ai fait ce chemin-là tout seul, j'ai validé mes informations tout seul, t'es mignon, je suis là pour partager, je suis gentil déjà, alors on vient pas casser les glaouis, hein, comme on dit chez nous. Donc voilà, donc c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de commentaires hein, sous les vidéos. Pourquoi pas de commentaires sous les vidéos ? Parce que c'est pas dans une histoire de... C'est parce qu'il y a des gens qui vont juste venir par esprit de contradiction, par malveillance, par tout ce que tu veux. Et c'est pas le but, vous faites tellement un beau travail, et surtout qu'il y a toute une partie des gens qui vont lire les commentaires avant de regarder la vidéo, donc ils vont être influencés, et on est encore dans ces choses-là, quoi. Je ferai comme pour la dernière émission, je reprendrai le podcast, et puis je referai une petite vidéo avec le... Ah ben nous, c'est notre politique, hein. C'est notre... ouais. Parce que moi, combien de gens passent à côté d'une information parce que t'as un espèce de troll qui est là, qui est juste fâché parce que tu dis pas la même chose que lui, ou alors il comprend pas ce que tu dis, tout simplement. Des fois, on n'a pas le même langage, hein, on n'a pas la même énergie, c'est normal. Et à partir de là, voilà. Surtout frustrer les autres participants. Moi j'imagine
que quelqu'un vienne, tout détruire. Je me mets à la place d'autres personnes qui voudraient commenter quelque chose, mais qui peut-être n'osent pas le faire. Oui, parce que de toute façon, on aura toujours ce problème-là. Je veux dire que à un moment donné, quand tu lis un livre, t'as pas une case commentaire en bas du livre en disant tu vois, tu peux pas parler à l'auteur en bas là, tu vois. Tu lis le livre, il te plaît, il te plaît pas. Après, tu vas aller sur des forums, bien évidemment, baver ton truc, mais tu vas aller pas baver sur le livre. Je pense qu'à un moment donné, l'information, elle est ce qu'elle est. Je veux dire, à un moment donné, quand la création, l'univers, il nous donne une info, il y a pas une case commentaire, j'aime pas. Il pleut, la pluie que tu appuies sur j'aime pas, va te tomber sur la gueule pareil, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, l'info elle est ce qu'elle est, elle est pas imposée, on vous la donne, vous en faites ce que vous voulez, et après on n'en parle plus. Je veux dire, je pense que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de ne pas laisser la place à ça, tu vois, c'est-à-dire que tu partages ton info, c'est déjà énorme ce que vous faites les gars, votre groupe et tout, et donc voilà, je pense que l'émission touche à sa fin parce qu'on est complètement parti du sujet, hein. Non, parce que les gens nous énervent, les gens ils nous énervent. C'était un lion. C'était un lion, c'était quoi? J'ai pas compris. Bientôt arriver à la présidentielle là. Ouais, de toute façon les gens là, ils savent plus trop, hein. Je veux dire, bon, on n'est pas là pour parler politique, mais les gens éteignez la télé, éteignez BFM TV, hein, c'est pas bon pour vous. Je vous le dis tout de suite. Pour la petite anecdote, on a ouvert le groupe précisément le 2 février, donc il y a tout juste 2 mois et 4 jours. Ouais. Et on vient de valider le 2100e membre. Oh, bah c'est formidable. Et si on peut vous en envoyer, on va vous en envoyer de toute façon. Parce qu'encore une fois. Qu'il a gagné. Allez, le 3 millième, il gagne un livre, Il était une fois le monde. Allez, c'est cadeau, c'est Bibi. Hein, voilà. Non, donc les gens ils vont tous s'agglutiner. Mais donc voilà, c'est important qu'il y ait des gens comme vous. Et puis nous, on est vraiment content de travailler avec vous. Parce qu'encore une fois, hein, on est dans la même longueur d'onde. Donc mais voilà, hein, l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'on peut on va faire un petit tour comme d'habitude. Mais est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce fameux Sphinx pour conclure? Alors on va commencer par Greg. Alors Greg. Le Sphinx, c'est vrai que ça restera une énigme. Pour moi, c'est encore une énigme, hein, même si on a des pistes de réflexion ou d'orientation sur son origine. Mais c'est vrai que le Sphinx, ça reste le Sphinx. En plus, à l'endroit où il est placé, faut pas oublier que c'est quand même un endroit bien spécial où il est situé. Donc c'est vrai que voilà quoi, le Sphinx, j'invite tous les auditeurs à faire des recherches sur le Sphinx pour en savoir plus. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à aller dans plusieurs styles de recherche, que ce soit ésotérisme ou autre, afin de bien comprendre toutes les thèses et toutes les théories qui entourent le Sphinx. Bon, mais merci à toi Freddy. Moi, sur le Sphinx, il y a bien une seule question à laquelle j'aimerais avoir un jour une réponse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment trouvé sous le Sphinx, parce que à part une paire de chaussures, pour moi, c'est impossible qu'ils aient trouvé que ça. Et les cavités existent, il suffit de faire des recherches, vous trouverez les vidéos, vous trouverez les photos où on les voit clairement, et il n'y a jamais eu de réelle révélation, en tout cas, de fait dessus, et ça reste un gros point d'interrogation. Bon, à nos amis auditeurs, hein, à vos recherches, à vos crayons, et on sera content de recevoir dans le groupe. Redites le nom du groupe. Alors, Secret des civilisations disparues. Dans le groupe Secret des civilisations disparues. Et donc, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Bien évidemment, Fabien. Je crois que Greg et Freddy ont tout dit. Je voudrais dire à Freddy que la paire de chaussures est toujours en cours d'analyse. Donc le suspense est toujours là. On ne sait pas. Mais moi, ce que je cherche à savoir, c'est surtout pour quelle motivation ils ont tout simplement construit ce Sphinx. Et puis, comme on dit Freddy et Greg, n'hésitez pas d'aller faire vos recherches dans ces très vieux ouvrages, très vieux témoignages qui peuvent nous apporter beaucoup d'indices et beaucoup de pistes de recherche. Voilà. Merci Fabien, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Hey, my man, Sangara, what's up with you? Qu'est-ce que tu auras rajouté? Mais c'était encore une fois une super émission. Alors effectivement, les vieux ouvrages, c'est bien, c'est top. Il y a aussi des nouveaux ouvrages qui sont sympas. Oh là là, lui. Il y en a un qui sort dans Puff Daddy, quoi. Qui s'appelle Il était une fois le monde Genesis. Non, je vous dis ça parce que
le sujet de l'émission aujourd'hui a tourné à 80% sur du contenu qui est dans le livre, en fait. C'était hallucinant, et moi je parlais pas trop parce que j'étais mort de rire depuis tout à l'heure, en fait, parce qu'à chaque fois, les auditeurs peuvent pas le voir, mais nous on est en vidéo, et à chaque fois je montrais les passages du livre à mes compères. Donc, ouais, c'était rigolo à voir, Sangara. C'est dans le livre. Regardez. Non, ça prouve au moins que ce que vous avez écrit dans votre ouvrage a été basé sur des vraies recherches de fond, parce que nous, par exemple, le livre, moi je ne l'ai pas lu, et tout ce qu'on a relaté ce soir, on l'a appris en faisant nos propres recherches, nos propres démarches. Et donc si dans ton livre tu as réussi à condenser tout ça, moi je peux dire que bravo, et en tout cas ça donne vraiment envie de lire. Bon, ben merci à toi. Notamment parce que la thématique aujourd'hui c'était le Sphinx, mais on parle du Sphinx et du lien avec les aires astrales, et effectivement il est noté la date de 12 500 ans. Voilà, donc juste comme ça, on dit ça, on dit rien. Sauf que c'est le gars qui se pète les bretelles. La différence entre vous et nous, c'est que vous faites des recherches, nous ça nous est tombé au coin de la gueule. Hein, voilà. Nous on n'a rien demandé. Nous on n'a rien demandé. Voilà. Et ça on peut pas le prouver. Donc on ferme nos gueules, on dit rien, on fait ouais, on a fait des recherches. Tomati, j'ai pas le temps, je joue à FIFA, je te le dis tout de suite. À se corrèle avec ce qu'on dit. Complètement. Ah oui, complètement. Mais c'est ça. Nous, si tu veux, c'est ce qui nous fait peur avec Sangara. C'est on tombe sur des gars comme vous qui font un vrai travail. Nous, on se sent un peu minable à côté parce que on fait pas ce boulot que vous faites. Il y a un vrai travail de recherche, un vrai travail d'investigation. Il y a une collecte d'informations qui est quand même assez colossale. Nous, concrètement, des fois, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Nous, il y a un problème. Et c'est pour ça que on fanfaronne pas trop, tu vois. On fait. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on nous explique ce qui nous est arrivé à nous quand même. Parce que nous, c'était pas du tout notre fer de lance. Et en plus, c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente. J'ai le souvenir quand on a été, et je terminerai là-dessus, interviewer le druide au beau milieu de la forêt de Brocéliande, et il a commencé à nous expliquer que, alors c'est un truc, alors moi le système druidique, à part Astérix, je connaissais pas grand-chose, mais qu'il a commencé à nous expliquer qu'effectivement certaines églises étaient construites sur d'anciens lieux de culte druidique. Si on reprend l'émission qu'on fait saison 3, Il était une fois le monde, c'est exactement ce que j'explique. Mais ça, je ne le savais pas. Avant de commencer l'émission, en fait. C'est ça, le truc, ouais. Non, mais ouais, non, mais c'est impressionnant. Donc, voilà. Voilà, donc des fois, voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est son livre, là, quand il a écrit son livre. Mais donc voilà, donc c'est vrai que nous, on est non seulement on est passionnés par tout ça, mais c'est ça, pour nous, en fait, quand ça fait écho avec des gens comme vous qui font un réel travail dessus, ça nous fait vraiment, enfin comme on dit entre nous, ça nous fait monter en vibe là, mais ça nous fait vraiment plaisir et on est vraiment content. Donc voilà, c'était la deuxième épisode, donc encore un bon moment donc de la face cachée de l'histoire sur KRS Radio. On se retrouve nous bientôt avec Sangara pour notre émission Il était une fois le monde 2.0 très rapidement. N'oubliez pas, tous les jours vous avez l'émission de Marion qui passe à midi sur sa petite vie d'humain 2.0. Marion Hébergevillers, si tu nous écoutes, on te fait un gros coucou. Beaucoup de gens adorent son émission, j'ai vu, il y en a beaucoup de messages, là-dessus, donc merci Marion. D'autres émissions à venir avec d'autres intervenants. On sait que là en ce moment ça met un petit peu de temps à démarrer, on a beaucoup de choses, la sortie du livre en l'occurrence et d'autres choses à mettre en place, mais ne vous inquiétez pas, beaucoup de contenu bientôt, moins de musique, et j'espère bientôt, donc voilà, dans vos oreilles pendant que vous cuisinez, pendant que vous jardinez, pendant que vous bricolez, KRS Radio dans vos oreilles très bientôt. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Bonsoir. Les civilisations perdues, l'archéologie interdite. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les Chevaliers de la Table Ronde vous présentent la face cachée de l'histoire sur KRS Radio.